normalement, quand on soigne quelqu'un, on essaye de le soulager. Pensez ça dans ce que je me dis. C'est quand même un raisonnement à l'envers de dire on n'est pas tous morts parce qu'on a été injecté à la messagerie. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a fait passer énormément de gens qui disaient je suis expert, je suis expert, je suis expert. Donc on a eu un déluge d'experts. Et ce qui m'est apparu de plus important dans cette séquence, c'est le fait que ceci permettait d'attaquer la liberté. On se nourrissait à l'électricité, mais l'Allemagne voulait les centrales à charbon. Et nous, comme on est un peu... Tu es wokiste ou tu es facho? Oui, voilà. Alors le facho, il va prendre un morceau de charcuterie et manger voilà, en l'honneur de Sandrine Rousseau et de Émeric Caron. Le wokisme, en disant j'aime les cigares, j'aime le vin rouge et j'aime aussi la charcuterie. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse tes autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. C'est ici le bar de l'Omerta. Bonsoir Marie. Bonsoir Tatiana. Et voilà, et nous sommes au bar de l'Omerta. Et vous êtes avec nous parce que nous allons faire la fête. Comme tous les dimanches. Et oui, vous allez aller sur YouTube Omerta, et puis vous allez vous abonner à omertamedia.fr, qui est la chaîne de toutes les enquêtes et de toutes les investigations. Et puis nous, on est venus avec des amis, avec des personnalités. On prend le dernier verre. Et oui, avant de rentrer chez vous. Mais vous aussi, hein. Vous êtes déjà chez vous, ou vous êtes dans votre bureau, ou je ne sais pas où. Eh bien, préparez votre bouteille, préparez votre verre, et puis soyez avec nous. Que la fête commence, et vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps. Au contraire, parce que vous allez avoir des personnes, des hommes, des femmes, qui ont beaucoup de choses à vous dire. Et pour vous dire alors avec qui nous sommes, parce qu'il faut que je les présente, et comme ils ont énormément de titres, il faut que je prenne un papier. Sinon, vous savez, Alzheimer, très dur. Alors j'ai Bruno Attal. Bruno Attal, qui ne le connaît pas, on l'a vu partout. Il est secrétaire général adjoint du syndicat France Police et il est président de Touche pas à mon flic. Et oui, il a raison, il n'y a pas que Touche pas à mon poste ou Touche pas à mon pote, il y a aussi Touche pas à mon flic. Et je suis très heureux de le recevoir. Merci beaucoup. Et à côté de lui, à sa gauche, n'y voyait aucune connotation politique, Dimitri Casali. Dimitri Casali, c'est notre nouveau Malé Isaac, matinée d'Elvis Presley. Voilà, c'est un peu Malé Elvis. Il a écrit énormément de livres. C'est un historien, d'abord, c'est un merveilleux historien. Il vient d'écrire sans date de l'histoire de France. Et puis un histo-rock aussi. Ah, oui. On va en parler et vous allez entendre des extraits. Il a raconté l'histoire de France en rock. Et il fait un spectacle qui parcourt actuellement la France avec beaucoup de succès. Voilà, il est là avec nous et Loïc Le Floch-Prigent. Alors Loïc Le Floch-Prigent, il a été PDG de Rhône-Poulenc, il a été PDG de la SNCF, il a été PDG... Et je vais vous dire surtout, il connaît l'énergie. Vous savez, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, hein, de l'électricité, le gaz, qu'est-ce qui se passe avec les embargos. Eh bien, lui, il connaît ça sur le bout des doigts. C'est pour ça qu'il est là. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on n'a pas eu un blackout général. Vous savez que quand je suis arrivé, c'était le noir le plus total. Et Le Floch-Prigent arrive, il fait ça, que la lumière soit. La lumière. Mais il connaît mieux que Greta Thunberg ou pas?
Il est... Oui, c'est-à-dire qu'il Non, est... parce que quand même, chacun ses références. Moi, j'aimerais juste savoir... Greta Thunberg est une ignorante. Oui, Voilà, soyons clairs. Ouais, Greta Thunberg est une enfant. Prendre une Greta Thunberg par la main, tu vois. Et enfin, last but not least, je m'approche mais je n'ose pas la toucher. On l'a considérée comme sulfureuse. On l'a considérée comme la sorcière. L'apprentie sorcière, non, la vraie sorcière. Elle a osé dire que il y avait peut-être des choses dans ces injections, non pas qu'elle soit anti-vaccin, c'est pas le problème. Et on n'est pas ici anti-vaccin ou pro-vaccin, on essaye d'expliquer les choses. Et chacun donne son opinion. Encore une fois, on n'est pas du tout obligé, et heureusement, d'être de la même opinion. Mais Alexandria Orion-Coade a été à un moment donné, mais vraiment, non seulement marginalisée, non seulement blacklistée, mais diabolisée. Et oui. Et elle a sorti un livre, là, Les apprentis sorciers. Et elle raconte tout ce qui s'est passé dans ces 3 ans de narratif Covid-19. On va en parler tous ensemble et surtout, on va prendre le temps, voilà, de tout savoir. Et je n'oublie pas Jean-Luc Candioti, car un bar, je vous le dis toujours, c'est un pianiste, c'est Roux sans Combalusier, Otis sans Piffre, Barbès sans Rochechouart et Erckmann sans Chatrian. Ça n'existe pas. Et donc, voilà... C'est très important, il va nous accompagner tout le long de ce show. Et puis nous avons Marie, Tatiana, voilà, qui auront aussi des choses à dire. Donc, je voudrais qu'on commence peut-être en parlant de Bruno Attal. Je voudrais qu'on commence par vous, Bruno Attal, parce que vous avez fait beaucoup parler de vous. Et vous n'avez pas assez de rôle à l'égard de ce qui se passe dans la police. On parle beaucoup de police, de sécurité. Et en fait... Vous avez une voix, d'ailleurs, beaucoup ici, ils sont beaucoup en dissidence. Nous sommes beaucoup en dissidence. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons question à tout. Nous n'avons pas réponse à tout, personne n'a réponse à tout. Mais vous avez des questions à tout, et par rapport au discours dominant, vous essayez de dire d'autres choses. Et vous, dans la police, vous êtes quelques-uns à essayer de dire autre chose. Mais quoi vraiment, si on avait à résumer cela, Bruno Attal ? Non, si on doit résumer ça, c'est que sur tous les plateaux télé, vous voyez que des syndicalistes, des gens qui n'ont jamais attrapé un voyou, des gens qui n'ont jamais fait de voie publique, qui n'ont jamais été en police judiciaire. Donc ils ne connaissent pas le métier de policier, ils connaissent juste le métier de syndicaliste, comment se faire des croche-pattes pour monter le plus haut possible. Et moi je dis tout le temps, quand vous avez un syndicaliste policier, demandez-lui son grade. Il vous répondra major de police, parce que c'est le grade le plus haut, et dans le syndicalisme, on se sert avant les autres. Et moi, j'arrive là un peu par hasard, parce que j'ai fait une vidéo sur l'affaire Zecler qui a fait le buzz, comme on dit. L'affaire Zecler, le producteur de musique, là, etc. Voilà, donc tout est faux, c'est un montage du site extrême gauche Loopsider. Et je me retrouve sur le devant de la scène, moi, petit flic qui adore attraper les voyous. D'ailleurs, ça me manque énormément. Donc, et je me retrouve à dire des vérités. S'il n'y a pas trop de voyous, je sais pas, on va regarder. Hein. Je vous jure qu'on va regarder, Omerta. S'il y a un voyou, on vous l'amène. Enfin, il y en a un qui ressemble à François Hollande derrière, donc... on a dû vous la faire plusieurs fois. Le coup est bas, là. Ça commence. Oui, c'est vrai. Non, parce que rouler sans casque... C'est le fils naturel. Oh, le pauvre François Hollande. Alors, vraiment, j'avais même pas remarqué. Alors, maintenant que tu le sais... Mais il a beaucoup plus de talent. Plus de talent. Et en plus sympathique. Hein, voilà. Ah, il n'y a pas photo. Mais alors, vous dites que, en fait, la parole du policier, c'est un... En plus il monte en grade, plus il s'autocensure quelque part, ou en tout cas il ne parle pas, ou alors il parle le langage qu'on attend de lui. Oui, mais le policier de terrain, il ne peut pas parler. D'abord, il a son devoir de réserve. Moi, vous savez que je suis tout le temps convoqué. À chaque fois que je viens vous voir, le lendemain, je suis convoqué à l'IGPN. Eh ben, ça n'a pas manqué. Demain, j'ai mon conseil de discipline, parce que vous ne devez pas dire certaines vérités. Vous ne devez pas dire que les chiffres sont en général truqués. Vous ne devez pas dire ce qui s'est... Comment ça, les chiffres sont truqués ? Ben, parce que moi, toute ma carrière, on m'a demandé de mettre des bâtons dans des cases, alors que je savais très bien que je n'avais pas fait ce contrôle-là ou ceci. Mais si vous ne le faites pas... Il faut faire du chiffre, quoi. Il faut faire du chiffre, voilà. Donc, tous les policiers de France le savent. On va vous demander plutôt d'aller faire un radar de ce côté-là pour emmerder ceux qui n'ont pas de ceinture ou qui vont rouler à 2 km/h de plus. Par contre, de ne pas aller dans la cité là-bas parce que ça risque de brûler les voitures. Voilà, mais ça, effectivement, les syndicalistes ne vont pas le dire parce qu'ils sont... alors, le mot corrompu peut-être un peu fort, mais voilà, ils font partie du Sirail. C'est des millions d'euros qui jouent, des subventions, des voitures de fonction, voilà. Donc, tout est vérolé. Et c'est vrai que je suis détesté d'abord des syndicalistes. Et là, c'est ma légion d'honneur à moi. C'est d'être détesté je veux dire que 8 ou 9 flics sur 10... Pourtant, vous êtes syndicaliste, France Police. Mais oui, mais... syndicat.
Je suis syndicaliste parce que sinon, je n'aurais pas le droit de parler. Et même en étant syndicaliste, vous voyez, je suis quand même convoqué à l'IGPN parce que j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'est vrai que les policiers m'aiment bien parce que justement, je suis un peu leur voix, parce que c'est tout ce qu'ils voudraient dire eux. Mais alors, Bruno Attal, quand un ministre qu'on connaît, qui est toujours là, vous savez, qui vient de faire, il n'y a pas longtemps, sa déclaration des droits de l'homme en pleine Assemblée nationale. Allez, je vais le faire. Supposez que je suis, à un moment donné, Éric Dupond-Moretti. J'aimerais être Éric Dupond-Moretti. J'écoute Olivier Marleix et je lui fais ça. En pleine Assemblée nationale, bon, et après tout, pourquoi pas, il était énervé. Mais quand il dit, c'est pas pour ça que quand il dit, il y a beaucoup moins d'insécurité en France qu'un sentiment ou un ressenti d'insécurité. Il a raison ou pas? Mais d'abord, comment il peut le savoir? Il habite dans le 7e ou 8e arrondissement de Paris. Comment il peut savoir c'est quoi le sentiment d'insécurité? Est-ce qu'il a déjà vécu comme moi dans un HLM en banlieue? Est-ce qu'il connaît vraiment ce que vivent nos compatriotes obligés de regarder leurs chaussures pour rentrer chez eux parce qu'il y a sa deal en bas? Est-ce qu'il connaît tout ça? Donc pour lui, ce sont que des faits divers. Je pense même qu'il est sincère. Il pense réellement qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il pense vraiment que la France n'est pas un coupe-gorge. Mais bon, lui, il prend pas le RER. Lui, il a une voiture avec un chauffeur et puis il est plutôt rive gauche. Donc, à la limite, on peut même pas lui en vouloir, mais après, c'est tous les politiques en général. Moi, à chaque fois, je me dis pourquoi, vous savez, ils adorent le vivre ensemble. Hein. Les politiques adorent le vivre ensemble. Mais pourquoi ils veulent pas vivre avec, je sais pas, investissez un peu dans un petit appart à Montreuil ou, vous voyez, je leur dis pas d'aller dans la cité, mais juste pour vivre ce que vivent aujourd'hui nos concitoyens et les policiers. Donc, je lui en veux pas particulièrement. Mais ce sentiment d'insécurité, on en parle énormément, hein. Pardon, un peu partout. Mais au fond, aujourd'hui, vous dites, il y a la police de terrain et la police de la hiérarchie. C'est un peu ça, le problème? La police de terrain, oui, c'est de là où je viens. Et moi, j'ai pris des sanctions parce que j'ai interpellé des gars. Par exemple, moi, j'ai connu l'époque de la police de proximité, qui n'était que de la fumisterie. On nous demandait d'aller serrer la main des dealers. Il fallait surtout pas interpeller. Allez, oui. Vous ne demandez pas ça. Je vous promets, moi, j'étais à Goussainville, cité Ampère, ça dealait derrière le commissariat. On me disait surtout n'interpelle pas. J'ai interpellé un gars qui venait de voler un scooter sur un gamin, il l'avait ruiné, et j'ai pris une sanction parce que j'étais interpellé le gars, parce que j'étais police de proximité. Touche pas. Non, ce que je veux dire, c'est que tout est vérolé. Voilà. La police aujourd'hui, c'est pour ça peut-être qu'il y a autant de suicides, c'est pour ça, même s'il y a forcément il y a d'autres choses. Ah oui, il y a des problèmes personnels. Évidemment. Mais c'est un milieu qui est complètement vérolé. Les collègues, même pour voter, par exemple, là, on a eu des élections professionnelles. Moi, je rentre dans un commissariat, tous les flics veulent faire des photos avec moi, m'adorent. Par contre, ils peuvent pas voter pour moi, parce que s'ils votent pour moi, leur carrière, elle est foutue. Le vote, je croyais qu'il était... il est électronique, le vote. Il est électronique, le vote. Alors, surtout le vote électronique, voilà, c'est... on voit aux États-Unis ce que ça donne, ou même au Brésil, où il y a une certaine suspicion. Voilà, le vote électronique, c'est, par exemple, je pense que 50 ou 60% des codes ont été volés aux policiers. Moi, j'ai que des policiers qui me disent « mais moi, j'ai pas pu voter ». Donc, parce que chacun a son code. Non, c'est-à-dire que le syndicaliste vient le chercher, lui dit « donne-moi ton code, sinon, écoute, ton grade, et puis ta mutation, et puis tu verras ». Sans compter voilà. Et même jusqu'à Darmanin qui veut faire une audite. C'est-à-dire, il y a eu tellement de magouilles que même le ministre Darmanin veut faire une audite. Alors là, je tombe des nues. Et... Il y a un vrai problème. Est-ce que ça se passe comme ça dans un autre domaine, Loïc Le Floch-Prigent, vous qui avez été le PDG de très grosses boîtes, qui est maintenant un industriel, qui avait écrit divers livres dont on va parler d'ailleurs, mais au fond, on a l'impression que ce qui se passe dans la police, on a l'impression qu'il s'est passé, je ne dis pas la même chose, mais un même schéma dans les prévisions. Par exemple, aujourd'hui, la France qui avait son électricité 85% ou 75% de son électricité, est obligée aujourd'hui d'acheter du gaz de schiste. Moi, je voudrais comprendre, je suis un huron, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est obligée d'importer, d'acheter, par exemple, du gaz de schiste aux États-Unis, alors qu'on n'a pas le droit, évidemment, même de l'explorer en France, et qu'on soit à ce côté, je ne dirais pas de mendicité, n'exagérons rien, mais de solliciter de partout de l'énergie. C'est-à-dire qu'on se ment depuis des années dans le domaine de l'énergie pour satisfaire ceux qui vont faire la balance entre celui qui est élu et celui qui n'est pas élu. Donc on regarde la minorité qui fait la balance. Et cette minorité qui fait la balance, il se trouve que c'est, en gros, l'écologie politique. L'écologie politique fait la balance. Bon, alors qu'il faut satisfaire la minorité qui va faire la balance.
Donc, Pour des raisons électorales, on a besoin d'eux, on va les suivre. On a besoin d'eux. Alors, c'est ça, et c'est ça qui a conduit à dire d'un côté, je suis pour la croissance, je veux poursuivre l'activité, la prospérité, vous allez voir ça, et de l'autre côté, on a pris le chemin de la décroissance. On s'est orienté vers la décroissance sans le dire, mais on a cherché la décroissance. Et parce que la décroissance, ça plaît. Alors, on dit, voilà, la décroissance s'appelle sobriété. Vous avez entendu sobriété les derniers temps, c'est magnifique la sobriété. Et malheureusement, qui dit sobriété dit pénurie, et dit pénurie dit inflation. Donc on est dans l'inflation. Donc aujourd'hui, on a une politique d'inflation qu'on essaie de juguler en donnant des chèques, des aides, des cadeaux, des etc. Alors qu'on n'a pas réglé le problème de fond, qui était est-ce que, dans l'énergie, vous voulez avoir une politique d'énergie abondante, bon marché et souveraine? Est-ce que vous voulez ça? Auquel cas, vous avez la capacité d'avoir de l'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir une politique non abondante, non bon marché et non souveraine? Alors c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit, on vous met la taxe carbone, comme ça vous allez arrêter de prendre du pétrole et de l'essence. Alors vous avez une essence qui aujourd'hui coûte 1,90 €. Vous dites, c'est les méchants pétroliers qui ont augmenté l'essence. Et il faut qu'ils payent, ils se font des bénéfices. Oui, le problème, c'est que sur 1,90 €, l'État prélève 1,2 €. Ouais. Et que quand vous aviez une essence à 1,20 €, l'État prélevait de l'ordre de 60-70. Donc il a augmenté en 2 ans de 60-70 centimes à 1,2 €. Donc l'État se goberge, l'État se gorge, etc. Donc le mensonge n'est pas tant. Mais pourquoi faire passer ce mensonge? Non, tout le monde essaie de dire au contraire, non, il faut, soyez sobre. Vous ne faites pas d'économie, vous ne faites pas d'économie. Alors on fait des erreurs absolument monumentales, mais on les fait en vraie grandeur. C'est-à-dire qu'on dit par exemple... donnez un exemple concret. Un exemple précis, ouais. Sur le logement. On dit, le problème, c'est de faire des économies. Donc vous allez faire des économies et vous allez reviser vos logements qui sont des passoires thermiques. Et pour vous obliger à travailler sur les passoires thermiques, on va vous empêcher de louer votre logement si il reste une passoire thermique. Oui, c'est ça. Et vous savez, il y a 5 millions de logements s'ils ne font pas le passeport thermique, les propriétaires ne pourront pas louer leur appartement. 5 millions. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit la vérité? La vérité, c'est pas ça. C'est que les passoires thermiques, si jamais je veux les changer, c'est-à-dire en faire des logements modernes, ça coûte 200 ans d'investissement. C'est énorme. 200 ans. 200 ans. Mais pour chacun. C'est-à-dire que si jamais je prends n'importe quel logement fait un peu n'importe comment il y a 150 ans, et que je dis, je vais arriver à expliquer comment, en payant, je vais revoir mon argent à un moment donné. Le payback. Le rendement, j'investis, mais je pourrais louer. Eh bien, le rendement financier de faire ces 5 millions de logements en logements qui ne soient plus des passoires thermiques, c'est entre 100 et 200 ans. 200 ans. De rentabilité. Donc, on ne le fait pas. Donc, le propriétaire dit, pourquoi je vais investir? Alors, on dit, mais ça ne fait rien, on vous donne des aides. Oui, mais on me donne une aide, mais elle n'est pas suffisante par rapport à ce que je veux faire. Bon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ment sans arrêt parce qu'on veut satisfaire cette frange de l'écologie politique qui, finalement, va faire verser la majorité d'un côté ou de l'autre. Alors, on l'a bien vu, quand Chirac a voulu se faire élire, il a fait, il faut faire en sorte qu'on fasse plaisir aux écologistes. Et depuis cette date, partout, on fait plaisir. C'est les Allemands qui ont commencé à faire plaisir aux Verts. Et puis, après, dans toute l'Europe, on a fait plaisir aux Verts. Alors, ces gens-là peuvent être 7-8%, donc ils sont une minorité, certes, mais c'est cette minorité qui va faire passer quelqu'un d'élu à non-élu.
C'est ça le sujet. Et nous sommes là aujourd'hui. Alors, Et c'est pour ça. Alors, est-ce qu'on continue ? Alors, on reprend votre question, excusez-moi, sur l'énergie. Le problème, c'est d'avoir une énergie abondante bon marché et souveraine. Elle n'est ni abondante, puisque à chaque fois, on dit il faut encore économies. moins souveraine. Elle est bon marché, non. Mais moi, je vais vous dire, Loïc, Quoi ? on va faire quelque chose parce que, puisque vous avez dit où était effectivement la minorité, eh ben, on va faire un petit blues sur les Verts. Et un petit verre pour les blues. Voilà. Et Jean-Luc essaye de... Depuis que règnent les Verts, j'ai plus de l'eau dans mon verre. Je ne sais plus où j'erre, et mes pères sont sévères. Depuis que je suis sur le tas, qu'il ne me reste plus que Greta et ses mirages en pacotille. Je ferme les centrales et je râle. Je ferme les centrales et je râle. La France en avait plusieurs. On se nourrissait à l'électricité, mais l'Allemagne voulait les centrales à charbon. Et nous, comme on est un peu on se met aussi au charbon. C'est terrible. Mais on s'en sortira. Voilà, je voulais dire simplement que... Alors, ce qui est Quel terrible, talent! c'est qu'on ne s'est pas mis beaucoup au charbon. Mais par contre, on a récolté le charbon des Allemands. Des Allemands, oui, c'est ça. Et qu'on paye cher, en plus. Lorsqu'on vous dit, attention, vous avez des problèmes avec votre diesel à Paris qui est en train de mettre... Pas du tout. Les particules fines viennent d'Allemagne des centrales à charbon. Parce que c'est toujours au moment des... C'est l'Allemagne qui pollue. C'est l'Allemagne qui pollue, l'anticyclone. L'anticyclone... Oui, mais... Et c'est fantastique comme histoire. Fantastique. C'est-à-dire que... Et alors on dit aux gens, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, bah, alors, accompagnez-moi en forêt noire. Vous allez voir comment la forêt noire, elle n'est pas noire à cause du charbon, mais elle est devenue un peu plus noire parce que le charbon arrive directement là-bas. Non, mais il faut rappeler quelque chose de simple aussi. Oui, Dimitri On apprend Casali. à nos élèves en géographie. La France rejette 1% de CO2 dans l'atmosphère. 1%. Même pas 0,9. Voilà, oui, exact, grâce exact. à notre industrie nucléaire, à nos centrales nucléaires. Et les hydraulique. Allemands, Et hydraulique. Et les Allemands sont à 9,5%. Donc voyez-vous, c'est ça, tout ça. Ils sont 10 fois. Oui, non, mais ça tombe bien parce qu'on a les Allemands. On a les Voilà. Allemands. Et alors on récolte Qui nous font les fermer particules fines notre- des Allemands. Oui, mais je vais vous dire... À Paris, jusqu'à Paris. Oui, mais je vais vous dire, je vous C'est magnifique. surprends en flagrant délit de démoralisation nationale. Pas du tout. Si, je vais vous dire pourquoi, Loïc Le Floch-Prigent. La Diable. frontière, c'est comme la ligne Maginot. Ah oui. Les particules fines n'arrivent pas en France, car quand les particules fines voient la France, elles se détournent. Elles disent, on va quand même pas polluer ce très beau pays. Non, mais vous avez raison, évidemment, sur le fond, vous avez raison. Et alors, je voudrais peut-être un peu parler d'histoire, puisqu'on parle d'Allemagne, de la France, de la Grande Guerre et des guerres. Et là, nous avons quelqu'un, mais je voudrais, avant de le faire parler, nous avons les moyens de vous faire parler, Casali. Je voudrais qu'on écoute un petit générique. Qu'on écoute et qu'on regarde un petit générique. Regardez. C'est un opéra rock sur l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, en 19 chansons. Socialistes, radicaux, communistes, allez debout! Ils ont fait le serment. Syndicats, artistes, pacifistes, les États-Unis, le printemps. Voilà, c'est là qu'on voit André. là. C'est juste un moyen pour créer, pour donner l'envie d'en savoir plus. Le pain, la paix, la liberté. Attention. Avec moi.
bravo, le Front Populaire, c'est ça. Voilà, hein, pour un historien de droite. Hein. Voilà, on peut couper là. Alors voilà, on peut couper Tatiana. Et je voudrais justement... Waouh. Oui, c'est pas mal, hein, comme C'est quand même... Hein. c'est inédit, hein. Ah, c'est bien. À l'histoire de France, Dimitri en Casali, en fait, vous êtes historien, et vous vous êtes dit, on n'enseigne plus l'histoire de France. C'est vrai, d'ailleurs. C'est ça, le problème. En tout cas, des pans entiers de l'histoire de France, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, disparaissent de l'enseignement. Tout à fait. Et vous vous êtes dit, comment je vais les rattraper ? Eh bien, je vais les rattraper par la musique, par le rock, par les... Après avoir donc, moi j'étais professeur d'histoire, il y a 20 ans j'ai démissionné de l'éducation nationale pour me consacrer à l'écriture, j'ai écrit C'est pour ça que l'éducation nationale est foutue, c'est pour ça. 40 ouvrages, On a compris. 40 ouvrages dont 6 ou 7 best-sellers, hein, l'Alter Manuel d'Histoire a culminé à 60 000 exemplaires, mais après, après avoir écrit 40 livres, je me dis vraiment c'est pas... J'ai l'impression d'avoir rien fait, je vois que le niveau s'effondre en histoire, il y a une lente montée de l'ignorance. C'est surtout ça, c'est au niveau de la culture générale hein, des Français. On sent qu'il y a quelque chose de gravissime. Alors je pense qu'il faut révolutionner les moyens éducatifs, trouver d'autres vecteurs pour essayer de sensibiliser tous ces jeunes à notre culture qui est immense. Hein, moi, j'ai écrit mon dernier livre sur les 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde. J'ai encore appris des choses merveilleuses sur notre pays qui, d'après moi, possède peut-être, sans doute même, la plus belle histoire de tous les pays sur cette planète. On sent qu'il n'est pas chauvin. Non, pas du tout. Et on ne sait même pas la transmettre. Nous sommes le cœur de l'humanité, c'est bien connu. Ah oui, d'accord. Ça, je vous dis, des cathédrales jusqu'à Marie Curie. On parlait de l'énergie nucléaire tout à l'heure. Pourquoi la France a eu cette industrie nucléaire extraordinaire ? Parce que, justement, ça remonte à la découverte du polonium, du radium, par Marie Curie, par sa fille Irène Curie, qui a épousé Julio Curie, qui a été le premier directeur du CEA en 1945. Et à partir de là, on a su créer... On était vraiment les meilleurs au monde avec les Russes et les Américains. Eh bien, regardez ce qu'ont fait les 3 derniers présidents de la République. Ils ont complètement désagrégé notre industrie nucléaire. Et c'est pour ça qu'on en est dans l'état que racontait Loïc tout à l'heure. Donc, vous voyez, tout est historique en France. Et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas redonner confiance à nos enfants. Et alors, vous avez choisi la musique, vous. Donc, je pense que... Voilà, il y a la musique et les vidéos, puisque chaque morceau de notre spectacle Historock, l'histoire de France, hein, l'album sort le 15 mars, hein, sur toutes les plateformes musicales. Vous avez la possibilité... Même la nôtre. Même la vôtre. Vous avez la possibilité aussi de voir des vidéos complémentaires sur la chaîne Historock YouTube. Donc, j'appelle tous les... Non, mais c'est très intéressant d'aller vers cela. On va en parler aussi, parce que tous, en fait, c'est intéressant. Vous disiez tous, il y a un espèce de... Enfin, quand je vous écoute tous les trois, et on va écouter maintenant Alexandra, bien sûr, vous dites tous, il y a une espèce de bon sens qui s'est un peu perdu. Voilà. C'est vrai, chacun, dans ce que vous dites, il y a quand même ce dénominateur commun. Il y a quelque chose qui ressort de la logique, quoi. On n'a pas besoin d'avoir fait 400 000 études pour se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Et quelqu'un qui a vu que quelque chose n'allait pas, encore une fois, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé avec le Covid, c'est Alexandra Orion-Caude. Alexandra Orion-Caude est généticienne. Elle sort son livre, donc Les apprentis sorciers, là, qui est sorti il y a quelques jours. Et elle parle de tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Et j'ai bien aimé, je voudrais le lire, l'introduction de l'éditeur, qui évidemment prend ses précautions, et c'est un peu normal, il prend ses précautions, il dit « oulala, qu'est-ce que je vais me faire fouetter ?» Et voilà ce que dit l'éditeur, mais c'est intéressant parce que je le lis, et voilà. L'ouvrage d'Alexandra Orion-Caude livre au lecteur une analyse et une position critique concernant le vaccin ARN messager destiné à protéger contre le Covid. Il s'inscrit à certains égards en opposition avec les positions du Conseil scientifique qui a inspiré la politique de santé publique et vient nourrir le débat en cours sur les risques et les effets secondaires de certains vaccins, ce qui nous semble important. Alors là, ici, j'arrête une minute. Et je vais rendre hommage au Conseil scientifique. Je rends hommage d'une certaine façon. Allons-y. Pointon, on en faut.
C'est le tournant de la soirée. Oui, Quelque chose en moi de Delphrécy. Celui qui m'a rétréci. Celui qui, à la fin de son conseil de 3 ans, a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Voilà. Et chaque soir, on entendait quoi? La liste des morts. Hein, vous savez, l'horizon funèbre de Salomon, sans la reine de Saba. Et on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Alexandra Henrion-Côte, vous apportez avec votre livre, merci Jean-Luc, votre témoignage et vous dites, en tout cas, ce livre ne doit pas être considéré comme une incitation au refus de vaccination. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, l'éditeur, je répète, mais comme une incitation au refus, mais comme une contribution à la réflexion générale sur ce sujet qui est un point fondamental de santé publique. Bon, ils se sont couverts, ça, c'est normal, mais en fait, Alexandra, quand, c'est vrai, la première fois que je vous ai reçu, et puis quand on a commencé à parler, on disait, mais c'est pas vrai, c'est une complotiste, c'est une, je sais pas pour qui elle travaille et pour quels intérêts, comment peut-elle dire, et encore une fois, moi je suis pas du tout anti-vax, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais évidemment avoir vos opinions, et en fait, vous avez très vite, très tôt, pris position. Est-ce que le fait d'être généticienne, vous avez fait des études extrêmement poussées, vous êtes connue, vous avez travaillé à l'INSERM, vous avez travaillé en Amérique, vous avez travaillé un peu partout. Qu'est-ce qui a amené vraiment d'abord à vous poser des questions sur cette ARN messager? Alors, sur l'ARN messager, j'avais orienté mes travaux sur l'ARN depuis quelques années. Donc, du coup, l'ARN messager étant un des membres d'une grande famille, très nombreuse, j'avais suivi évidemment tous les développements qui concernaient l'ARN messager. Mais c'est pas ça qui m'a mis en mouvement. La puce à l'oreille. Non, mis en mouvement, on va dire ça. Oui. C'est-à-dire que l'élément détonateur, ça a été, vous l'avez dit, génétique, ça a été l'analyse de la séquence du virus SARS-CoV-2. Quand vous avez analysé le virus. Quand la séquence en janvier 2020 sort et qu'elle est publiée et qu'on l'analyse et qu'on voit avec stupeur qu'elle ne ressemble pas totalement, même, elle a des caractéristiques qui la rendent très différente des autres coronavirus. Et en regardant de plus près, en analysant de plus près, je m'aperçois qu'effectivement, il y a, comme par magie, une séquence, un bloc, on va dire, un bloc de phrases qui rentre dans le génome, dans le génome du virus, oui. Qui est rentré là et qui, de façon remarquable, si je puis dire, offre une clé à ce virus pour rentrer dans nos cellules, les cellules humaines. Je vous rappelle que, normalement, c'était un coronavirus... on appelait ça la zoonose, vous savez, on parlait... Oui, ça venait des animaux, ça venait des animaux. Voilà. Le pangolin et la chauve-souris, il faut rappeler le pangolin et la chauve-souris. C'était vraiment le nez au milieu de la figure, pour quelqu'un qui aime la génétique, qui regarde les séquences. Au point que j'ai demandé, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai demandé à une étudiante d'analyser la séquence en aveugle, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu l'influencer. Je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder, en me disant, c'est tellement flagrant, et elle est arrivée aux mêmes conclusions que moi. Et là, effectivement, je me suis dit, là, on est embêté quand même, parce qu'on est en train de voir des Chinois qui tombent dans la rue, dans des scènes vraiment... il y avait presque des cercueils partout. Voilà, qui quand même devaient appeler à un certain éveil en se disant est-ce que je suis en train de voir du réel ou du totalement virtuel? On a tous vécu de la même façon, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces scènes? Ça nous semble... Puis comme tout ce qui vient de Chine, on a des difficultés à savoir. Donc c'est pause cigare.
Donc voilà, du coup, c'est là où j'ai finalement eu cette année. La deuxième chose qui a fait que j'ai eu une prise de parole publique, donc on remonte là en avril 2020, c'est le fait que personne ne décrive les symptômes de la maladie. Et qu'on disait que globalement, on avait la fièvre et la toux sèche. Vous vous souvenez ? Fièvre, toux sèche. Ouais. Mais surtout pas, on ne parlait pas de gastro, on ne parlait pas de perte de goût, de perte d'odorat, tout cela, personne n'en parlait. Et donc là, en fait, j'étais, je crois, la première à lister les différents signes cliniques qui avaient la même appellation et qu'on mettait dans le même fourre-tout. Donc voilà, qui dit cela appelle évidemment aussi une prise en charge quel médicament on va donner. Et là, effectivement, j'avais eu la chance de travailler dans le domaine du respiratoire, en fait, dans le poumon. Et donc, en fait, je savais qu'il y avait des molécules remarquables d'antibiotiques qui avaient à la fois le rôle d'antibiotiques, donc contre les bactéries, mais aussi le rôle d'antiviral, donc contre les virus. Et donc, pareil, j'ai dit, ce serait dommage de pas en profiter dans l'arsenal que nous connaissons. J'avais rien de très original là-dedans. C'est comme cela qu'on soigne depuis toujours ce qu'on appelle pneumonie atypique, c'est-à-dire un truc qui ressemble à rien et qui est au niveau du poumon. Voilà. Donc c'est à la base, c'est pour cela que j'ai une parole publique. Et après, quand j'ai vu qu'effectivement on allait nous sortir que la seule solution de cette pandémie, puisque on est parti avec le mot pandémie, c'était la vaccination, et on a très vite compris que c'était la vaccination par ARN messager. Donc, même quand j'ai vu AstraZeneca sortir, etc., je me suis dit, ils ne vont pas faire long feu, ça n'a pas loupé. Le but était vraiment de promouvoir la technique de l'ARN messager. Là, j'étais inquiète. Oui, mais Alexandra, justement, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, attendez, bon, ok, il y a des problèmes, il y a eu des problèmes, etc. Enfin, 3 à 4 milliards de personnes ont été vaccinées à l'ARN messager, et il n'y a pas, et loin de là, 3 ou 4 milliards de morts. Enfin, ou de. Alors, qu'il y ait eu des effets secondaires, des effets indésirables, certes, mais est-ce que vous pouvez en conclure que vraiment, ce que vous dites, que c'est par essence, c'est ça qu'il faudrait comprendre, parce qu'il y a un vrai problème. Est-ce que c'est quoi la spécificité qui fait que quelque chose peut se déclencher et qui est très négatif? La question est vaste. Je l'ai quand même traitée dans quelques pages. Donc, il y aurait beaucoup à dire à ce que vous dites. Alors, le fait qu'on ne meure pas d'un traitement quel qu'il soit, je trouve que, oserais-je dire, heureusement. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, en fait, je suis surprise, en fait, par votre question, parce que normalement, quand on soigne quelqu'un, on essaye de le soulager. Il pensait ça dans ce que je me dis. C'est quand même un raisonnement à l'envers de dire, on n'est pas tous morts parce qu'on a été injectés à l'ARN messager. Donc ça, c'est la première chose. Très peu sont morts. Enfin, bon. Alors, très peu, justement, c'est inédit. C'est-à-dire que si on reprend, moi j'aime bien ce chiffre parce que je trouve qu'il parle. Si on prend une base de données, de remontée de tous les effets indésirables des vaccins. De tous les vaccins, vous voulez dire ? De tous les vaccins. D'accord. Et on regarde par an combien de gens, donc, de médecins, vont rapporter le décès de quelqu'un post-vaccinal, donc après avoir eu un vaccin. Lorsque vous allez sur l'année 2021-2022, vous montez dans les 7 000, 8 000 décès par an. Sur les années 90-2020, sur 30 ans, le chiffre habituel, c'était 160 et quelques. Ah oui, vous voulez dire le chiffre annuel, c'était 160 et quelques. Ouais. Autrement dit, effectivement, là où vous avez raison, c'est que vous allez me dire, vous voyez, c'est pas beaucoup de décès. C'est monstrueux. C'est monstrueux suite à un vaccin. On ne vaccine pas pour risquer, pour prendre le risque que la personne décède. Donc c'est un risque déjà beaucoup trop grand et beaucoup trop important.
Donc, vous voyez, comme appréciation pour vous dire. Oui, je comprends par rapport, oui. C'est-à-dire, alors, après, les différentes alertes que je dis qu'il y a eu, que l'Agence du médicament européen a même relayé en disant si jamais on fait des répétitions dans la stimulation vaccinale, on va diminuer la capacité de notre corps à répondre à une infection. C'est ce qui s'est passé. Oui, la fameuse immunité collective. Oui, alors c'est pas l'immunité collective, là, c'est carrément votre propre capital immunitaire qui diminue et qui fait que vous chopez des infections plus facilement. Alors ça, évidemment, vous n'allez pas en mourir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant, mais en fait, évidemment, si vous vulnérabilisez votre système en affaiblissant votre réponse immunitaire, c'est grave. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une troisième chose qui est quand même fondamentale, et c'est ce sur quoi on m'a le plus allumé, en vrai, c'est cette modification génétique. Modification génétique. Ouais. Oui. Qui fait véritablement de cette injection ARN messager un outil, une pierre angulaire à un changement comme jamais on a vu. Qu'est-ce qu'on a fait en injectant les uns et les autres avec de l'ARN messager? On a injecté avec une séquence qui ne bouge pas, qui est une séquence qui est totalement artificielle, par un virus, je le rappelle, totalement artificiel. Donc en fait, on n'est pas du tout sur un virus comme nos petits virus, on est sur une séquence trafiquée dans un laboratoire. Et attendez, Alexandra, là, vous parlez donc du laboratoire de Wuhan. Je parle on va revenir là-dessus. Parce que ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle enquête, il paraît qu'il y a quand même des choses... Non, il n'y a pas de nouvelle enquête, on sait depuis le départ... Pas très clair. Qui apprennent, enfin, non. Oui, enfin, non mais, moi je voudrais justement... Non, mais c'est bon de le rappeler. On va laisser Alexandra terminer. Moi, je reste que dans mon domaine au niveau génétique. Non, mais vous dites un laboratoire, oui, alors allez-y. Non, moi, ce que je vous ai expliqué dès le début, c'est que cette séquence, elle est modifiée génétiquement. Donc, en fait, elle sort d'un laboratoire. C'est tout ce que je dis. Donc ça, c'est clair. De quel laboratoire, qu'importe, elle sort, elle a une patte humaine, une ingénierie humaine qui montre qu'elle est travaillée. Voilà. Et que donc, vous prenez cette séquence, vous la modifiez encore, et vous allez la mettre chez tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous et moi, et nous tous, nous avons une variation qui fait que toutes les 1000 lettres, on a notre propre originalité. Ce qui fait que de nous, le fait qu'on est si différents, ce qu'on appelle cette diversité génétique. Et là, vous mettez tout le monde avec une espèce de petite séquence commune. Une séquence commune. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? À part un appauvrissement génétique et une terrible vulnérabilité de l'espèce humaine sur cette séquence génétique. C'est donc du totalement inédit, et il est urgentissime que nous parlions de ce qui déplaît et défrise un certain nombre de mécanismes. Je vais prendre le relais. Et puis Bruno, la contradiction. Moi j'aime ça. Ça nous a tellement manqué. Petit 1, le problème de savoir comment cette séquence apparaît est apparu à tout le monde, et nous étions tous les gens qui étaient dans... Alors, vous m'avez présenté comme énergéticien, il se trouve que j'ai fait un peu des petits trucs dans la pharmacie, puisque j'ai été président de Rhône-Poulain, qui est président de Sanofi, et que j'ai travaillé au Salk Institute à San Diego autrefois. J'en suis une ancienne élève aussi. Voilà, 2 pensionnaires du Salk Institute, c'est bien. Donc, première chose, c'est effectivement, dès le départ, nous avons pensé qu'il y avait un problème du laboratoire de Wuhan, mais nous étions gênés par cette existence, parce que ce laboratoire de Wuhan est un laboratoire que nous avons, nous Français, constitué, avec la présence, ce jour-là, lorsque nous avons inauguré, du Premier ministre de l'époque, M. Cazeneuve, et de M. Lévy, qui était Marie de Buzyn. Et dès le départ, nous avons pensé collectivement qu'il y avait un problème.
il y avait un problème, que ça sortait du laboratoire de Wuhan. On est parti sur le pangolin à la chauve-souris. Nous avions le sentiment que, et ce sentiment a été partagé par un certain nombre de gens, dont Alexandra, c'est clair. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on est parti dans des délires dans tous les sens, et effectivement dans un manque d'analyse. Mais ce qui a été le plus flagrant pour moi, c'était qu'on a constitué pour le politique un comité dit d'experts qui n'était pas expert. Et donc pour... Vous voulez dire, attendez, vous parlez du conseil scientifique. Conseil scientifique. Présidé par Delfrécy. Monsieur Delfrécy n'était pas expert sur le sujet. C'est pas un expert. Et donc on a fait passer énormément de gens qui disaient « je suis expert, je suis expert, je suis expert ». Donc on a eu un déluge d'experts dans le comité, y compris sur les plateaux qui n'étaient pas experts. Et nous savions qu'ils n'étaient pas experts. Mais, bon. Et ce qui m'est apparu de plus important dans cette séquence, c'est le fait que ceci permettait d'attaquer la liberté. Et donc moi j'ai attaqué beaucoup sur 2 points. 1, on n'a pas la connaissance qu'il faut aujourd'hui de la situation parce que nous ne voulons pas prendre les véritables experts et nous avons par exemple les respirateurs, les industriels avaient oublié qu'on avait des respirateurs en France. Et ils avaient oublié. Quand j'ai dit il n'y a pas de respirateurs en France, il y a des gens qui se sont exprimés en disant mais est-ce qu'il y a des respirateurs ? Je le savais, parce que c'était moi qui les avais amenés dans la société en question. Vous savez qu'il y avait des respirateurs. Mais on avait oublié l'industrie et on avait oublié la technique. Petit 1. Et 2, la chose, c'est qu'on était en train d'attaquer les libertés, c'est-à-dire que grâce à ça, on était en train de dire vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, et on avait une contrainte contre les libertés. Et donc moi, ce qui m'a fait réagir le plus, c'est cette deuxième partie, c'est-à-dire qu'on était en train d'enlever la liberté, de traiter les gens comme des moutons. Les articles essentiels et pas essentiels. Moi, j'ai appelé ça l'assignation à résidence. Et dans l'assignation à résidence qui avait... Alors donc j'ai fait un certain nombre de choses avec, en particulier, à la télévision avec Marie-Estelle Dupont sur ce qui arrivait aux enfants, si jamais on leur mettait le masque, etc. Il y a eu toute cette séquence. Et moi, c'est ce qui m'a paru le plus important. Alors, mais je reconnais que ce que dit Alexandra est quelque chose sur lequel on n'a pas assez travaillé. Petit 1, sur le laboratoire de Wuhan. Alors, on est gêné de travailler sur le laboratoire de Wuhan, nous, en France, compte tenu de son existence, mais c'est un vrai sujet. Et 2, sur, finalement, qu'est-ce que c'est que l'ARN messager ? Alors, je partage pas. Avant d'entrer dans cette discussion, on va revenir là-dessus. Le point de vue qu'elle a exprimé, mais ce point de vue mérite d'être regardé. Alors justement, moi je voudrais Bruno Attal, je ne sais pas, je vais vous poser une question indiscrète, vous répondez si vous voulez ou pas. Vous êtes vacciné ? Ouais, triplement. Des 3 doses ? Ouais, sous contrainte. Pardon ? Sous contrainte. Sous contrainte. Oui, c'est-à-dire moi, par mon métier, j'étais obligé de me vacciner parce que je voyageais beaucoup, j'avais de la famille à l'étranger, j'avais besoin de les voir et j'ai capitulé. Mais j'étais partisan, moi, d'un vaccin pour les personnes sensibles à risque, voilà. Même pour le confinement, un confinement pour les gens à risque. Et ensuite, moi, j'ai fait confiance à ce gouvernement. Et finalement, moi, le sujet que je voudrais aborder là-dessus, c'est plutôt le mensonge. Moi, j'ai le souvenir du début de Macron, où quand on mangeait des homards, on était obligé de démissionner. C'est-à-dire qu'on avait juste mangé des homards. Pensez à François de Rugy. Exactement. Aujourd'hui, on peut mentir, et je pense que le mensonge... Moi, je suis un citoyen, j'essaie de m'informer, et d'avoir mon libre arbitre, et de savoir, voilà, c'est ce que je suis pour, est-ce que je vais me vacciner ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous perdus, parce qu'on n'a plus confiance en la parole publique, en la parole de nos gouvernants, et donc du coup... Vous voulez dire qu'il y a une extension du domaine du mensonge, quoi. Aujourd'hui, un ministre qui ment en flagrant délit, ou qui fait des bras d'honneur, ou qui est mis en examen, aujourd'hui, plus rien ne bouge. On ne respecte plus. Ouais. Alors que moi, j'ai connu la jurisprudence Balladur, où on était mis en examen, mais tout de suite, on partait. C'est-à-dire que c'était une évidence. Il y a dans ce que vous dites, pardonnez-moi, il y a quelque chose de plus. Il y a aussi un abus d'autorité sur votre santé. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon, vous avez été, de ce que j'entends, violé dans le fait que vous deviez vous soumettre à un traitement qui était invasif et qui est un acte médical. Oui, mais ça existait déjà aussi. C'est un acte médical. C'est quand même très, très grave. Moi, c'est ce que j'appelle la dictature de la vaccination. J'appelle ça le vaccinisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous impose un traitement. Oui. Mais quand bien même, je veux dire, pour moi, par exemple, la vitamine C est quelque chose qui est relativement anodin, etc. Je ne vais pas l'imposer à tout le monde sous prétexte que je pense que c'est formidable.
C'est-à-dire que la notion de Non, mais traitement les vaccins, il y a eu obligatoire, des vaccins qui ont fait quand même beaucoup de choses. la Faut pas- notion de traitement obligatoire ou de vaccination ne peut pas tenir dans une démocratie. Ou alors, à ce moment-là, on change les mots, on Moi, change les C'est termes. le citoyen qui parlait. Non. Le citoyen, Non, mais il là, veut oui, juste... là, vous êtes scientifique, vous êtes. Non, voilà. Ce qui était intéressant dans son ressenti, c'est que lui, comme beaucoup d'autres, Bruno Attal a été, effectivement, il a dit si tu ne te vaccines pas, parce que là, il y a eu quelque chose en dehors de la discussion scientifique sur laquelle on reviendra. Il y a eu quelque chose qui était là. On dit la vaccination n'est pas obligatoire. On l'a dit partout. Hein. Liberté, France, pays de liberté. Sauf que si vous ne vous vaccinez pas, Vous qu'est-ce pourriez que rien c'est faire. le pass Voilà. vaccinal? Le pass sanitaire, c'est de dire attendez, c'est le cache-sexe de la vaccination obligatoire. Si vous ne vous vaccinez pas, eh ben attention. Mais c'est pour ça que plus je parle de restaurants, mensonge, plus de théâtre. parce qu'aujourd'hui, on sait que Ça. le vaccin ne protégeait pas de la contamination, donc que Merci. ce pass vaccinal ne servait à rien. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont dit ont été promus. Donc c'est ça qui est fou. Alors moi, j'ai connu le temps où quand un ministre démissionnait. était juste chopé à, comme je dis, enfin là c'est le président de l'Assemblée nationale, mais à manger des hauts du homard, et j'ai l'impression que tout est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je crois que c'est M. Darmanin qui était pris la main dans le sac, qui a changé les chiffres des manifs du 16 janvier. Bon, bah ça passe. Vous voyez, et tout passe. Et Non, c'est ça, moi, qui me... Et les Anglais au Stade de France. Oh là là, les Anglais au Stade de Bon, en France. tout cas, dans mon humble cas, moi j'avoue, j'ai été vacciné 4 fois. Quatre Et fois, pour l'instant, ouais. je touche du bois, ma femme Tout et va moi. bien. Je n'ai jamais Et ils chantent mieux. et Et ils chantent attrapé, alors beaucoup que mieux. je vais dans des salles, vous avez vu, de 1000 personnes, à mélanger ouais, non, à la mais il faut sueur. le dire aussi. Et je n'ai jamais attrapé le Covid une seule fois. Ça vous pensez, mais, Ben, si, mais là, non, il J'ai Non, non, vraiment non, pas. non, parce Un que là, jour, c'est j'ai eu pareil. une légère. J'étais un petit peu enrhumé là pendant peut-être non, 24 c'est heures. pareil. Il y a des choses vachement 24 heures, mais intéressantes. sinon, depuis 3 ans, je touche du bois, je n'ai rien eu. Même une grosse grippe, je ne l'ai pas eu. Vous avez perdu vos cheveux aussi. Il faut faire Parce que attention. vous avez vos dit, anticorps. vous avez dit tout à l'heure que on n'a rien contre les vaccins. Bon, moi, j'ai quand Nous même sommes au travaillé- pays de Moi aussi, vous avez dit Pasteur. les hein. vaccins. Nous Moi, je sommes suis au pays vacciné. de Pasteur, je rappelle. hein. Mais je suis vacciné. Bon. Il est même moi- sur mon livre, mais hein. Moi, j'ai constitué l'industrie des vaccins avec Alain Mérieux dans ce pays, en regroupant Mérieux et Pasteur, etc. En fait, Voilà. c'était un travail de Romain. Et lorsque, avec la famille Mérieux, on est attaqué à un moment au Brésil, on a solutionné quand même une partie. Donc il y a des vaccins obligatoires. Il y avait des gens qui Nous sortaient sommes le pays de Pasteur, il faut le villes dire. et qui venaient et étaient obligés pour les vaccins. Non, le crois qu'il vaccin, faut- le ouais. vaccin obligatoire sur la tuberculose, tous ces vaccins La obligatoires, poliomyélite. ça a du Voilà. sens. Pour ça, il faut Ça a du sens. différencier les Ça a du choses. sens. Alors, Ça a du sens. c'est là où je Ça a du sens. diffère, Ça a parce du que sens. je suis une profonde amoureuse de la liberté, Voilà. une grande amoureuse de la diversité culturelle. J'ai la chance d'habiter à Maurice et du coup d'avoir en permanence cette exposition aux cultures. Et vraiment, plus je grandis, plus cela n'a aucun sens pour moi que d'imposer un traitement à qui que ce soit, et quel que soit le traitement, encore une fois. Vous Non, mais voyez, ça c'est pour existait ça que j'ai déjà. pris Sur- l'exemple. sur le vaccin, on nous sur obligeait, le la vaccin. polio, on nous a bah, obligés. j'ai entendu- Le BCG, Voilà. J'ai entendu Ah ce que oui, vous avez Calmette dit. et Guérin. Et je dis, je suis en Et désaccord vitamine avec C, vous. C'est voilà. tout ce que je suis en train de Oui, dire. oui, non, Mais mais sur le vaccin, je suis en l'entends. désaccord. On Et va- vous n'êtes pas le seul. sur Ceci ce étant sujet, dit, voilà, sur ce sujet-là seulement. Moi, j'aime bien Hein Il faut le quand côté même historien. dire Et, aussi- regardez, parce que vous faites Dire- votre bouquin, moi aussi. Non, non, mais je Ah, dis- mais il manque qui, là non, mais deux choses. Juste une phrase, une phrase. Si, moi aussi, Une phrase. Nous sommes le pays de Pasteur. Quand Pasteur envoie ses bébés Pasteur, donc Non, Alexandre attends. Yersin, C'était pas un scientifique. Alexandre Yersin, donc Absolument. Alphonse Lavran, en Algérie, il éradique toutes les maladies infectieuses et la population algérienne passe de 2 à 10 millions. Donc si les vaccins ne sont pas Alors, est-ce que je efficaces, peux lire ma première ça, phrase parce je que te lui, dis, il a vive, une phrase, vive hein. Pasteur. hein. Alors, remerciements. Quelle compétition. Ah non, mais attends, il manquait qui, l'historien André et moi. Ah bah non, parce qu'il y a Alors, que des- attendez, il y a que des médecins excusez-moi, coloniaux. là. Remerciements. Hein. Première phrase. Hein. En premier lieu, j'aimerais remercier ceux qui m'ont donné le goût de la quête scientifique. Gregor Mendel, Louis Pasteur. Ah, bravo. Laissez-moi finir.
Alexandre Yersin Ah, bravo. et le RNA Thai Club. Arrêtez de Alors, montrer vos pourquoi, bouquins, les enfants. Mais non, mais c'est important, Alexandre mais Yersin, personne ne le connaît. Absolument, Alexandre Yersin. Et pour moi, l'intérêt Le de plus grand, Pasteur, il n'est pas forcément dans la vaccination, il est plutôt dans la Sensibilisation. pépinière Ouais. qu'il a été de talents exceptionnels. Et sur Alexandre Yersin, notamment, et il a Racontez qui est véritablement... Alexandre Yersin, parce que je crois que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ils vont lire votre livre, ils vont le Ah non, mais savoir. ça, pour C'est le coup, celui ils qui a sont- découvert le bacille de la peste, D'accord. qui faisait partie de l'Institut qui a Pasteur, donc changé la face du monde. en Indochine. Eh ben, Voilà. voyez comment L'Indochine, réconcilier. quand on dit que Et les sans Français moyens, sont... et sans moyens que les techniques, Français sont alors d'odieux que Koch avait colonialistes tous les moyens. Alors, qu'on a Alexandra, massacrés. maintenant, on va revenir à ça, mais Donc, vous écoutez, voyez, voilà. je crois que le problème n'est pas anti-vax et pro-vax, je crois que c'est pas du tout la question. Non, on va revenir à l'ARN c'est messager. philosophique pour moi. Mais moi, je voudrais, Non, mais c'est Alexandra, quand Je même, suis d'accord. que... et vraiment, je voulais demander, ça nous ferait à tous un plaisir que vous nous chantiez quelque chose. Parce qu'Alexandra est aussi chanteuse. Non. À sa manière. Non, elle est géténicienne. C'est pas son métier. Mais il Ça, y c'est a... un traquenard. Vous avez comment... Oui, c'est un traquenard, mais un doux traquenard. Un hein, doux c'est un traquenard, beau oui, piège. oui. Jean-Luc, Alexandra, si vous voulez bien... Alors je dois me lever. Qu'est-ce que je dois bien faire sûr. Ah oui, le micro est là. Alexandra, au micro. Allez. Je ne sais même pas quelle chanson. Alors. Ah. Ah oui, Marilyn. non, allons-y. Marilyn. Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Yes, I love mon ARN I messager. wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-ba-ba-da-doo-be-doo. I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you alone. Merci. Bravo. Non. Bah, elle peut pas te faire joyeux anniversaire aussi façon Marilyn Monroe, parce que c'est ton anniversaire il n'y a pas longtemps. C'était alors le Un happy birthday to you, Mr. President. C'est un peu ce que j'ai vécu moi depuis 3 ans. C'est une drôle de vie. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Et si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse tes autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Yeah. Bravo. Le tout Voilà. sans répétition. Hein
Et le tout sans répétition. Je t'engage dans mon Au groupe Barométain, historique. on improvise. Non, mais Et on met un peu de continuer, on va douceur dans continuer. cette dureté Ce monde de effroyable. Absolument. C'est très important. Mais les meilleurs Et c'est pour médecins ça que qu'on est au bar. chanteuses, du coup, je sais plus maintenant. Non, C'est non, du Non, talent. ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, tous les droits d'auteur sont reversés à une partie de la population qui a horriblement souffert, justement, philosophiquement, de cette obligation vaccinale, qui est tout ce qu'on appelle les suspendus. Ouais, merci. Mais la population a souffert encore plus avec Tous. les Enfin, libertés. on a tous souffert. Les libertés, On a etc. tous et les souffert. enfants, Mais c'est et le les sujet. enfants sont Non, mais il y a des particulièrement gens qui ont plus touchés souffert que d'autres. par Ouais, ce mais qui est c'est- arrivé pendant ces... C'est vraiment le sujet parce que je pense qu'on est 2 passé. ans où ils n'avaient pas le droit de sortir. où ils n'avaient Enfin, pas là, le droit de il y, sortir. en a voilà. qui n'ont pas le droit de quelque chose. Ça, travailler. c'est important de dire. La Quelque chose de génération sacrifiée, là, les 8-14 ans, c'est terrible. Il y a C'est 20 terrible. 25% des Terrible. jeunes d'aujourd'hui qui ont des problèmes de dépression, de crise, de dépression. C'est hallucinant. Moi, ce que je trouve très bizarre, c'est que la population en général, moi, je pensais qu'on allait soutenir les non-vaccinés. C'est-à-dire que quand Macron voulait les emmerder, je pensais qu'il allait avoir, on peut, même si on n'est pas d'accord avec eux, est-ce qu'on doit laisser 20% de la population Être emmerdé. dans le caniveau voilà. Et moi, j'étais très étonné que finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que on est passé dans un autre monde, c'est-à-dire Surréel. finalement, on arrive à servir une population. Moi, je pensais pas que ça allait. Anesthésiée. Ouais, exactement. On a une population anesthésiée, on a anesthésié la population. Et Ouais, ça, alors, pour moi, attendez, c'est allez, insupportable. creusez un peu, C'est parce que insupportable. cette passivité, vous parlez tous de cette passivité où les gens, effectivement, il faut savoir, bon, il y en a beaucoup qui ont parlé, et vous en êtes, et Alexandra, et tous ici, il y a eu effectivement une réaction. Mais vous savez, il y a quand même quelque chose, et vous le savez aussi bien que moi, et même mieux que moi, c'est ce qu'on appelle le management par la peur. Oui, Quand bien vous sûr. faites peur aux gens, quand les gens vont avoir peur de mourir, non mais il faut dire que c'est ça, et on leur dit, moi je me disais toujours, mais au fond, si jamais on avait dit, nos princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, du centre, ils disent, écoutez, les Français, je vais vous dire, la situation est extrêmement grave. Vous allez avoir des millions de morts. Et la seule manière de résister, c'est de marcher à cloche-pied avec une plume dans le fondement. Combien de la population aurait marché à cloche-pied avec une plume dans le fondement? Je caricature exprès. Non, parce que Mais c'est je ce qu'on vous- a On n'a pas fait. été loin de ça. C'est ce qu'on nous a fait faire. Bah, Très de se faire franchement. de se faire Je veux remplir dire, sa quand propre on devait attestation. écrire un papier pour dire qu'on Ça, allait ça, faire c'est sortir ensemble. notre chien dehors, c'est quand même... l'auto-papier pour expliquer qu'on partait quelque part. Non, mais vous vous rendez compte de la bêtise du sujet, hein? Et- La bêtise Mais du c'est là sujet. aussi que la controverse, c'est-à-dire le mot complotiste est sorti. Avant, moi, j'ai connu, vous savez, Pollack, Céline Mardi, où il y avait, on n'était pas d'accord, mais on s'engueulait. Oui, Là, non, on bien s'engueule sûr. plus. Vous êtes une complotiste. Ouais, Voilà. absolument. Alors, moi, je peux dire, je suis pas d'accord avec vous. Ouais. Mais traiter de complotiste quelqu'un, c'est violent. C'est violent, parce que ça veut dire quoi? Mais vous savez que c'est une vieille tactique. Relisez tout, je le dis toujours. Trotskiste. Un trotskiste. Hein. Même avant trotskiste, relisez, vraiment, je le dis à tous les gens qui sont avec nous en train de faire la fête, mais de temps en temps, il faut lire aussi, et c'est une bonne chose. Lisez d'abord les livres de nos invités, parce que ils sont tous J'ai vraiment pas fait la intéressants. réclame de mes livres, je le ferai tout à l'heure. hein. Ah là là, terrible. Ouais, vous en avez 3 Mais ou oui. plus en plus. Moi, je suis venu gratos, moi. hein. Voilà. Je suis venu gratos. Voilà. Moi, c'est mon premier. Et c'est un bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu cette espèce de choses. Je disais, attendez, surtout, vous savez, on parle toujours de la Boétie. Il faut relire le traité de la servitude volontaire, hein, qui a écrit en 1571, je le Tout à rappelle, fait, hein, ouais, au XVIe siècle. Mais aussi, il faut penser à ça. Certes, Chacotine et les techniques de propagande, c'est fabuleux, la peur. Il dit, attention, il va vous arriver des choses si vous faites ça aussi. Et puis surtout, et on revient à ça, c'est ça qui est étonnant. Il y a une phrase de Staline extraordinaire. Il dit, si vous discutez avec quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord avec vous, et vous savez ce qu'il faut faire à l'époque, mais ça, il dit, traitez-le de facho. Il va faire une demi-heure Voilà. pour essayer de se défendre. Mais non, mais je Ah ne oui. suis pas facho, mais je suis pas complotiste, je ne suis pas ceci. Donc il va passer une demi-heure au lieu de... Et va se défendre mais en disant, mais pourquoi vous me dites ça, etc. Et l'autre a gagné. C'est Et là exactement aussi, ce qui se l'un des passe avec problèmes, la ça existe plupart de encore, nous. hein. Non, alors j'espère que voilà, l'histoire me regardera. Justement, je n'ai jamais pris le temps de me défendre. Peut-être que j'aurais dû, vu comment j'ai été traînée dans le caniveau, mais je considérais que la cause
valait bien quelques insultes. Et effectivement, je me suis toujours battue sur la cause. Et encore une fois, avec ce livre, c'est pour moi une abnégation et un renoncement à plein de choses parce que je n'avais pas envie d'écrire ce livre, mais je croyais qu'il le fallait. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment où parfois on fait les choses avec non seulement un total désintérêt, mais plutôt même convaincu de devoir le par faire. Par conviction, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ben, ça joue. Heureusement qu'on y arrive et qu'il y en a quelques-uns qui font ça, autrement on serait dans la difficulté. Mais c'est ça qui est formidable. C'est que vous avez remarqué que dans toutes les époques de l'histoire, enfin, vous êtes aussi bien placé, il y a un historien, il y a... c'est qu'il y a des gens qui disent non. Absolument. Qui ne sont pas d'accord. Et qui disent, attends, moi je ne suis pas d'accord du tout. J'évoque toujours les exemples de De Gaulle et de Churchill, mais il n'y a pas que De Gaulle La et chanson Churchill. du spectacle Historique, la dernière, c'est L'homme qui dit non, L'homme sur qui le dit non. général de Gaulle. Ouais. Voilà, exactement. Et les Français, ce qui les caractérise depuis toujours, c'est cet esprit particulièrement rebelle, même révolutionnaire. Ça, c'est Lorsque ce j'ai qu'on commencé disait. à dire que sur les éoliennes, c'était le gaz, j'ai été traité de tous les noms. On a dit l'éolien, c'est gratuit, c'est magnifique, et on m'a traîné dans la boue. Et l'éolien, c'est le gaz. Et vous êtes aperçu que l'éolien, c'est le gaz, puisque lorsque vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus d'éolienne. Vous voulez dire que s'il n'y a pas de vent, il n'y a plus Il n'y a d'éolien. plus de vent, il n'y a C'est plus de... Et donc maintenant, les pétroliers disent bien sûr qu'on fait du gaz, puisque c'est complémentaire de l'éolien. Voilà, on y est arrivé. Les intermittents. Vous vous rendez Alors compte justement, on va évoquer... 10 ans pour arriver à la conclusion. Et alors, Mais c'est là où content. j'aime bien ce que fait Casali Vous ne aussi. seriez pas et mouton les autres. noir? Si. Mais c'est que tous les gens qui... Alors là, on ne va pas parler de Napoléon Ier. Titania prépare la séquence de quelqu'un qui a été très, très diminué par l'histoire, mais qui a fait beaucoup de choses. Napoléon III. Regardez. Non. Non, c'est Napoléon Ier, pardon. Voilà, c'est sur Austerlitz. Attention, C'est la Austerlitz. chanson. Lui aussi, attends, le Corse qui parlait pas un mot de français jusqu'à 8-9 ans. Et oui, voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important d'enseigner Napoléon, parce qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, que Napoléon Ier et Napoléon III aussi sont complètement supprimés des programmes Oui, ils sont scolaires. pas dans les programmes. Au nom, de la lutte anti-racisme, du mouvement Black Lives Matter, parce qu'il a rétabli l'esclavage en 1802. Donc, je rappelle, en 1802, le monde entier pratiquait, la planète entière pratiquer l'esclavage. Donc, quand on remet chaque événement dans le contexte de l'époque, ça permet de relativiser. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement ignorants qu'on leur bourre le cerveau avec ça et que plus personne, vous avez vu... Jeune pétrolier, moi j'ai vu l'esclavage en Arabie Saoudite. Moi. Eh ben, J'ai vu en Mauritanie actuellement. Et l'année dernière... la chose esclave à Harare, c'est-à-dire en Éthiopie, le marché où les Saoudiens arrivaient pour prendre les esclaves. dernière en Libye. J'ai vu En tout ça, Libye, ouais. voilà. En tout Mauritanie. simplement. Voilà. Donc Voilà. l'esclavage... Voilà. Donc il faut pas... Maintenant, est-ce qu'il existe toujours? J'ai pas envie d'aller Oui, bien en sûr, Arabie c'est Saoudite. l'État islamique de Mais ça Mauritanie. existe. le Alors califat de écoutez, quelqu'un qui effectivement a rétabli l'esclavage, mais enfin c'est aussi Victor Schœlcher, un autre Français, qui l'a aboli. Il faut quand Absolument. même rappeler cela. Alors un peu de toute façon, ce Corse. Allez-y. Voilà. Tatiana, Napoléon. Les campagnes, il traverse l'Europe à pied. Des escarmouches, vent de bataille, il plie, mais ne cède jamais. Des drapeaux, des régiments dressés. Tu es bien en couchés, uniforme, par les Dimitri. vents. hein. Voilà, on est en Non, c'est uniforme, vraiment- mais c'est ça... vraiment beau. Terre, il le suivrait jusqu'en enfer. Voilà. Ah ouais, vous allez voir, les gamins adorent cette chanson. Regardez-les, là. Là, on va faire le break. Attention. Regardez. Là, il y avait 2000 enfants qui chantaient la chanson sur Napoléon. Voilà. En plus, ça fait jouer avec les mots, c'est très plaisant. C'est pas beau ça. Ouais. Voilà. Non, là, on coupe. Et qui a le mieux parlé, il faut que je vous dise ça. Le Jacques Prévert. Tu sais qu'il a dit Jacques Prévert, il a fait un poème. condensé de l'histoire de France. Je vais vous le dire, il est rapide, il fait 10 secondes. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis X, dit le hutin. Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, un peu, et Louis XVIII. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille qui n'est pas foutue de compter jusqu'à 20? petit condensé de l'histoire de France. Excellent. C'est très joli. Et c'est important, ouais. Et c'est très important, c'est vrai, l'histoire. Ne jamais oublier Parce que l'histoire, ça donne ne la jamais perdre. cohésion nationale. Voilà, si on veut vivre ensemble,
Il faut que chaque enfant connaisse notre histoire, leur histoire, leur propre histoire, pour se l'approprier et pour savoir où ils vont aller plus tard. Parce que c'est la fameuse phrase de Machiavel, hein, si vous voulez marcher vers le futur, retournez toujours à vos racines. Et alors, même cette leçon-là est oubliée par le ministère de l'Éducation nationale. Alexandra. Oui, mais je trouve que le mal de notre époque, c'est qu'effectivement, si jamais les gens vont prendre cette séquence Napoléon Ier, j'imagine assez rapidement qu'ils vont la monter en épingle en disant, vous voyez, ce sont des ce sont des esclavagistes. Esclavagistes, exactement. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça toute la difficulté, je trouve, que nous vivons actuellement, c'est de pouvoir dire des mots comme pasteur, Yersin, etc., et comprendre que ça ne veut pas dire que nous sommes des suiveurs de ces personnes en tout et pour tout. Ça veut juste dire qu'effectivement, dans mon imaginaire, moi, enfant, dans votre héritage, je suis devenue, quand j'ai lu une biographie sur Pasteur, j'ai été absolument chamboulée et j'ai pris ma vocation à ce moment-là, j'avais 8 ans. C'est ce qu'on appelle ton héritage, Alexandra. C'est mon héritage. C'est son héritage, voilà. Et c'est ça, l'histoire. Alors qu'on m'ait raconté une histoire, parce que c'est Éric, je crois que c'est Menat qui a écrit, non, c'est, comment il s'appelle ? Qui a écrit un bouquin où il défonce Pasteur. Pasteur, oui, mais enfin. Je sais plus, voilà. Oui, ça, c'est fréquent. Qu'après l'homme soit pas celui qu'on a. Bonapartiste, il était très Napoléon III. Non, mais il je adorait. veux dire que moi, alors ça, c'est de l'histoire hallucinante. Alors, ça n'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut quand même pouvoir se construire avec des récits et l'histoire. Et pas de pensée binaire. Et pas de exactement. Pensée binaire. Et puis, le problème, c'est la pensée binaire. Vous pouvez être un extraordinaire génie et peut-être dans la vie avoir été un type pas très bien. Ça arrive aussi. Reprenons Napoléon, il a fait de multiples erreurs, ça c'est sûr. Mais quand on voit tout ce qu'il a réussi à créer, tout le bien qu'il a fait aussi à la France et au monde. Non mais, attendez, on parlait des traites négrières. Il y a eu des traites négrières. Pourquoi on parle que de la traite atlantique ? On ne parle pas de la traite arabo-musulmane, on ne parle pas de la traite intra-africaine, qui est là de loin 11 millions, je rappelle, de castrés en 2 siècles. Dans les pays musulmans. 11 millions de Noirs castrés. C'est pour ça que dans les pays arabes, il n'y a pas vraiment de minorité noire. Quoi ? 17 millions. Oui, non, mais c'est hallucinant. Et ça, on n'en parle pas. Non, il ne faut pas ces chattes de plomb. Comme ça, il n'y a pas de Noirs en Arabie Saoudite, donc très peu. C'est récent, alors qu'il y en a en Amérique et dans les Antilles. C'est la différence entre les Occidentaux et la culture du Moyen-Orient. Il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, c'est le wokisme. C'est exactement ça, c'est le wokisme. Finalement, on revient pour parler des Verts, et finalement, c'est un peu pareil. Et à chaque fois que moi, je pense à Sandrine Rousseau... Tu es wokiste ou tu es facho ? Oui, voilà. Alors le facho, il va prendre un morceau de charcuterie et manger en l'honneur de Sandrine Rousseau et de Émeric Caron, en disant « J'aime les cigares, j'aime le vin rouge et j'aime aussi la charcuterie. » Bravo. C'est l'apéritif saucisson pinard, ma parole. Non, attendez, on va être catalogué, là. Non, mais sérieusement, pour revenir à ça, le plus important, c'est quoi ? C'est la recherche. Encore une fois, avoir question à tout. Genre, la science, ça n'a jamais été autre chose qu'une discussion, et on va, et on cherche, et on voit, et on n'est pas d'accord, et puis on revient là-dessus, et puis on repart. Mais c'est ça. C'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas... c'est la connaissance et le savoir, voilà, il faut avoir des connaissances. Là, on sent une lente montée de l'ignorance, on le sent tous les jours parmi les journalistes. Regardez les journalistes de France 2, de France Télévisions, j'entends une ânerie historique par jour. Oh là là. Par jour. Tu écoutes personne. Et les dates, la chronologie, mais écoutez la chronologie. Aussi. Oui, mais ça y est, il commence à taler. Ils ne connaissent aucune date. Voilà, non, mais vous savez, alors attention, Dimitri. Non, vous vous trompez. C'est une ânerie, mais une ânerie subventionnée. Voilà. Ça change tout. Ah, c'est vrai. C'est une ânerie que nous payons de nos impôts. C'est pareil pour l'ARN messager. Voilà, c'est pareil pour l'ARN messager. C'est officiel. C'est à partir du moment où c'est officiel, donc c'est forcément parole d'évangile. Absolument.
Oui, Marie, attendez, vous n'avez pas de micro, donc je vais m'approcher de Mais vous. j'ai un micro, Si. mais Ah, je n'ose pas intervenir devant la qualité de nos invités. J'écoute religieusement, puisque nous sommes dans des nouvelles religions actuellement. On parlait effectivement du règne lumineux de la raison au XVIIIe siècle, et on est retombé finalement dans une forme d'obscurantisme avec de nouvelles religions, le wokisme, l'écologie que vous évoquiez tout à l'heure, qui est notre déesse mère Gaïa, la planète, qu'on n'ose même pas nommer Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne dit plus jamais la Terre, on dit la planète. La planète. La planète, avec peut-être un grand P, pas encore, mais ça ne va pas tarder à venir. Parce qu'il n'y en a qu'une, c'est bien connu. Il n'y en a qu'une en plus. Nous sommes seuls dans l'univers et notre nombril est le centre du monde. Et c'est devenu la nouvelle doxa, le moi, le surmoi, en oubliant évidemment totalement que nous sommes faits d'autre chose que de chair et d'organes. Et madame... si brillante, vous n'allez pas me contredire, généticienne, heureusement que l'être humain ne se limite pas à ça et on a tendance à l'oublier. On le commercialise, on le survaccine, on en fait un produit. Ce n'est plus un citoyen, ce n'est plus... Produit de consommation. Quand je dis citoyen, c'était encore peut-être la première étape vers le consumérisme. C'était déjà l'enfermer dans un cadre. Ce n'est plus un être humain, c'est-à-dire ce n'est plus une personne qui est reliée au cosmos, au monde, à son histoire, à sa nation. Et c'est pour ça que, M. Casani, moi, je vous écoute religieusement, si je puis me permettre, parce qu'effectivement... Pointer le manque de spiritualité. Voilà, le manque de spiritualité, le manque de distance. Il n'y a pas seulement la question de l'ignorance. Le pays des Lumières, en plus, c'est ça. Nous étions le pays des Lumières. Et aujourd'hui, très heureux aujourd'hui d'avoir invité la mère supérieure Alexandra Orion-Coul, le chanoine Le Fleur-Prigent, de l'Ordre de l'Énergie, l'extraordinaire abbé Casali et enfin le chancelier de l'Inquisition, Bruno Attal. Voilà, le grand inquisiteur. Oui, voilà. J'espère que je pourrais revenir sur ce que vous disiez, parce qu'effectivement, ce référentiel dont vous parlez, il est historique, mais il a une intimité encore plus forte par la génétique. Si jamais on touche avec l'ARN messager à notre génétique, alors on touche beaucoup de choses. Mais ces deux notions sont tellement proches. Parce que, et d'ailleurs, et en psychologie, je crois qu'on étudie justement aussi le patrimoine historique, culturel et génétique en même temps, c'est-à-dire cette transmission qui se fait non seulement par nos gènes, mais par notre histoire. Absolument. Et c'est ça la nation. C'est ça la nation. Quelle c'est se reconnaître dans un passé qui peut-être n'est pas le nôtre, ou génétiquement, ou biologiquement, ou quoi que ce soit. Qui peut savoir où étaient nos ancêtres il y a 500 ans, à moins d'avoir fait un arbre généalogique. Mais comme vous disiez tout à l'heure à propos des histoires qui font l'histoire et qui nous font aimer l'histoire, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Parce que finalement, épouser, c'est comme quand on épouse une personne, et ben voilà, on épouse aussi son histoire. Et quand on est, je parle français, de la France, mais français, je pourrais parler d'autres pays, eh bien on épouse aussi son histoire, avec ses bons et ses mauvais côtés. Exactement. Mais c'est la seule façon d'être ce fameux vivre ensemble, qui est l'autre nom de la République qui n'existe plus, c'est d'épouser, c'est effectivement d'avoir une histoire commune, de se reconnaître en tout cas dans cette histoire commune, de forger avec cette histoire le présent et d'envisager une destinée commune grâce à cette histoire, et seulement grâce à cette histoire, parce que ça ne pourra pas se faire autrement, à moins de se détruire. Voilà pourquoi il faut dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Alors, pleine de qui grâce, nous a dit des choses. J'ai dit grâce. Je ne sais pas comment, je n'ai pas dit graisse. Attention au vocabulaire, monsieur Berkoff. Et puis je suis très heureux parce que Alexandra qui est là, vous voyez, il y a eu un proverbe, on disait « Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Mais là où il y a de la génétique, quel plaisir. Merci. Excellent. Avec Alexandra. Non, mais et je voudrais qu'à un moment donné, on pense à quelque chose. Je voudrais là, juste, encore une fois, c'est pas pour alléger l'atmosphère, mais rappeler un titre que vous avez, d'un film que vous avez tous vu, sûrement, c'est Casablanca. Casablanca, rappelez-vous, quand un frère arrive là, dans le bar, et il voit le pianiste, et il lui dit « Play it again ». Sam, un moment de tendresse.
Allez, santé à nous. Santé, merci pour cette invitation. On va se lever. Allez. On trinque pas avec l'autre. Mais je trinque avec la main. Il n'y a pas d'ARN messager là. Vous êtes sûr? Ne crains pas trop. Ils envisagent dans la nourriture. Ils envisagent. Non. Et qui cauchemardons Je vais et je discute avec toi. Parce qu'il y a un point. La liberté s'arrête au moment où on va revenir aux fondamentaux, parce que j'ai vécu une période de vaccination obligatoire. Jean-Luc Andiotti. As time goes by. Magnifique, magnifique. Vous pouvez l'applaudir. Et je peux dire que j'ai fait des livres ou pas? Parce que j'ai fait des livres, ils sont pas dans tes oreilles sans arrêt. Tu rigoles? Comment ça? Tu rigoles, il faut que pareil. T'es vache avec moi là. Et mon éditeur, qu'est-ce qu'il va penser? Mesdames et messieurs, je Il tiens fallait donner ses droits d'auteur. à vous présenter à l'exclusivité la Bible. Capitaine d'industrie. Il faut le montrer. Ben, Ah voilà. Je sais pas où. la Bible. L'Évangile. Carnet de route de l'Africain. Ah oui, non, ça c'est... Quoi? Bah, je crois que c'est plus touchant que... Enfin, c'est touchant. Touchant, c'est très touchant. Non, mais c'est vrai. Et alors celui-là, et je voudrais qu'on en parle un peu, parce que les autres aussi, mais celui-là, il s'appelle « Il ne faut pas se tromper ». Et il y a une ampoule électrique, là. Alors c'est quoi ça, ceci? C'est qu'on s'est trompé sur l'énergie, on s'est trompé sur l'électricité. On en tire les conséquences aujourd'hui en continuant. C'est-à-dire que plutôt que se dire on s'est trompé, il faut arrêter de se tromper, eh bien on continue à se tromper. Parce que c'est agréable de se tromper. C'est parce qu'on n'a pas la lumière à tous les qu'on n'a pas la étages. lumière. Je crois que c'est un peu pour ça. Alors c'est assez marrant comme histoire, parce que c'est un moment, l'histoire de l'humanité, pour reprendre ce que dit Dimitri, c'est l'énergie abondante, bon marché et souveraine. Il n'y a pas d'autre histoire. C'est sur l'énergie. Hein. Bon, après, mais sur l'énergie. Et soudain, on dit non, il ne faut pas qu'elle soit abondante. Il ne faut pas qu'elle soit bon marché, il faut qu'elle soit souveraine. Et on part sur l'éolienne. Alors l'éolienne, c'est du vent qui est intermittent, qui nous sert pas. Et on dit, les Allemands font l'éolien, c'est merveilleux, il faut faire l'éolien. Bon, et on est parti là-dessus. Et la première chose, après être près du drame, parce que s'il y avait eu froid cet hiver, on était dans la pénurie et où on avait des bouts de France qui étaient sans électricité, c'est clair. Bon, donc on a eu la chance, très bien, la météo était pour nous, Sainte Météo était là, très bien. Bon. Et la première chose qu'on fait au Parlement, c'est dire, les éoliennes, on n'en fait pas assez, alors qu'elles sont complètement inutiles. On a le recul maintenant. Complètement inutiles. On a le retour d'expérience, on voit qu'elles sont inutiles. C'est pas écolo. Et chez nous, elles sont encore plus inutiles, puisqu'on a et la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait passer une loi. Les recours des gens qui ne veulent pas d'éoliennes, c'est pas bien. On enlève les recours de manière à ce qu'on impose des éoliennes à tout le monde. Après, il y a tout un lobbying, il y a beaucoup d'argent aussi. C'est-à-dire qu'on s'est trompé pendant les 20 ans qui dernières viennent de s'écouler. années. Les 20 dernières années, on s'est trompé. On a fait l'inverse qu'il fallait. Et la première chose qu'on fait, après avoir observé, qu'on s'est trompé, et l'ensemble des parlementaires dit, et un ancien Premier ministre, il y a 2 jours, dit, mais on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé, c'est bien ça qu'il faut faire. Mais on a eu un problème, c'est les Ukrainiens qui se sont fait envahir par les Russes, c'est embêtant. Mais du coup, c'est embêtant. Mais c'est ça qu'il faut faire. Non, mais moi, je suis le plus jeune, désolé de le dire. Mais moi, c'est complètement fou. J'ai pas connu de gouvernement qui ne se sont pas trompés. Moi, je ne connais. Le plan, mais la réussite de l'industrie nucléaire a été totale en France. Lorsqu'on est parti. C'était le plan Mesmer. Lorsqu'on est parti en 73 sur on fait des centrales nucléaires. C'est ce que je dis. J'étais pas né. On ne fait pas d'éoliennes. Parce qu'on a dit, on ne fait pas d'éoliennes. 3,
Ça a été extraordinaire, ça a été une réussite totale. Voilà. Partout dans le monde, avec 30 ans de réussite. dont j'étais président, on ne s'est pas trompé. Non, on ne s'est pas trompé. Donc en fait, c'est à un moment de sa C'est à ma naissance que tout est parti en sucette. Mais c'est après. C'est vrai que Bruno Attal a tout foutu en l'air. Voilà, il faut le dire. C'est cher ami, qu'on s'est trompé. C'est lui. Mais non, on s'est pas trompé. Mais non, c'est pas trompé. Non, le premier à vouloir toujours de la faute de la police, de toute façon. à vouloir la fin du tout nucléaire, c'est Lionel Jospin avec Dominique Voynet. Donc, 1997-98. La fin Super Phénix. On a dit il faut arrêter tout ça. C'est le début. Et je dis, on devrait le condamner. Je pense qu'il faut arrêter de se tromper. Eh bien, alors, écoutez, arrêtons de nous tromper, mais je vais vous dire, la vérité sort toujours non pas de la bouche des enfants, mais à un moment donné, elle arrive. Et je voudrais revenir à l'ARN messager et surtout à ce qui s'est passé. Parce qu'en ce moment, au moment où nous parlons, il y a deux choses. Il y a les investigations de la Chambre de représentants aux États-Unis, où le Anthony Fauci, le monsieur santé des États-Unis, est en train de passer sur le grill avec toute l'histoire des gains de fonction, des laboratoires, on en a parlé. Et puis Alexandra, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, de l'organisation du management de la peur en Angleterre, avec monsieur Hancock, qui était à l'époque ministre de la Santé. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est presque une organisation, parce que là, ça sort. Là, en ce moment, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on faisait traiter tout le monde de plus que complotiste encore, que de vraiment n'importe quoi. Et là, les choses, c'est pour ça que c'est intéressant, moi je suis optimiste. Parce qu'à un moment donné, les choses sortent. À un moment donné, ça jaillit. Vous aidez un peu à ce qu'elles sortent quand même, André. J'essaye. Vous êtes un des seuls. Hein. Vous êtes un des rares journalistes. En plus de se faire traiter de complotiste par Véran, c'est votre Légion d'honneur. C'est mon Légion d'honneur, absolument. Alexandra, vous avez suivi cette histoire? Oui. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans Newsweek, là, il y a 2 jours, où ils disent que finalement, en fait, pendant toute la crise Covid, le gouvernement américain a été pétri de mensonges. Donc, en fait, alors, je suis étonnée, mais ça doit être comme les nuages de Tchernobyl. Le mensonge ne vient jamais jusqu'au gouvernement français. Ça, c'est une chance extraordinaire. Ça touche tous les autres gouvernements, donc effectivement le gouvernement anglais, en ce moment, les Allemands aussi, les médias allemands. Moi, j'ai quand même souvenir, très peu de temps après toutes ces histoires de confinement, d'un responsable d'un grand journal allemand, Die Welt, Bild, oui, je crois. Bild, qui a dit pardon d'avoir orchestré la peur. Nous avons menti, et ça aussi je reviens un petit peu dans mon livre dessus, en disant il y a eu plus d'1 million d'articles sur le Covid. Comment vouliez-vous avoir autre chose que peur? Donc en fait, moi j'appelle ça la valse à 3 temps. Le premier temps de cette valse, c'est la peur. On vous fait peur, on vous dit qu'on va mourir, et on a eu la même chose avec le H1N1. Une valse à 1000 temps. Une valse à 3 temps, cette fois. 3 temps. C'est beaucoup plus amusant. Alors, le premier temps... Premier temps, la peur. La peur. Deuxième temps, je vous divise. Je vous divise. Alors, je vous divise parce que je vous assigne à résidence, ce qu'on a appelé confinement, ce que je n'ai jamais compris qu'on appelle ça confinement. Pour moi, j'étais assignée à résidence et je ne supportais pas cet état de fait. Et j'arrêtais pas de dire aux enfants, ça n'est pas normal que nous soyons assignés à résidence, nous n'avons rien fait. Nous ne méritons pas. C'était insupportable et intolérable. La rébellion permanente. Ah oui, ça, tous les jours. Je l'aurais fait tous les jours. Et je partais tous les jours. Ah ben moi aussi, pareil. Et le troisième temps. Et donc, non, mais dans la division, plus loin, le masque est un élément diviseur en fou. Le fait, la distanciation sociale. Ah oui. C'est horrible. Quel mot. Quel mot. Je sais même pas. D'ailleurs, c'est exprès que je vous ai un peu distancé. Je ne vais pas vous l'apaiser. Voilà, et en fait, d'ailleurs, les fauteuils sont dans les noirs, manifestations, une des choses les plus belles que j'ai faites, je trouve, c'était les chaînes humaines. Et les chaînes humaines, c'était de se tenir la main. C'était rébellion quand même. Et même les gens là, qui venaient dans les manifestations, je voyais bien au départ, ils étaient là avec leur gel hydroalcoolique au cas où, mais ils donnaient les mains, mais enfin bon, ils voulaient bien, voilà. Et c'était quand même très très intéressant, toutes ces gesticulations qui faisaient que on a juste oublié des appris. Donc ça, c'est la division. La 3e étape, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait peur aux gens, quelle que soit la raison, un virus, des zombies, tout ce que vous voulez. 2e étape, vous les avez divisés. 3e étape, nous avons une solution. Et le problème de cette solution, c'est que je remarque
qu'elle est tout le temps vaccinale. Et c'est pour ça que je me méfie de plus en plus de cette vaccination, parce qu'on a l'impression que c'est cette espèce d'obsession de chroniquement vous vacciner. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Non, vous mais parliez de vos vaccinations. pardon. C'est pas la question de la vaccination, là. Est-ce que ce n'est La pas... troisième étape, Oui, c'est non, quand mais- même, je vous C'est la apporte fin la de la solution. liberté. Et vous prenez H1N1, vous avez eu la même chose. Si vous preniez, vraiment, lisez-le, le rapport Milon, qu'ils ont sorti des sénateurs post-H1N1, vous avez l'analyse parfaite de tout ce que nous avons vécu avec le Covid. Je ne dis pas que vous avez tort, Non, je dis qu'il faut que Mais vous pouvez. l'analyse soit médiatisée avec le fait que de temps en temps c'est bon, de temps en temps c'est mauvais. C'est la Mais on parle réalité, plus de la même vaccination, cher monsieur. La réalité Non, est plus mais- complexe parle que ça, plus. de mon point de vue. Oui, oui, De mon mais point de vue. j'entends Non, bien, mais soyons vous clairs. voyez bien que vous êtes Je parti suis moins plus sobre. nuancé que vous, Oui. mais il y a Heureusement. un problème. Mais il y a Non, un mais- problème clair qui est celui de l'abandon de la liberté à un moment. Oui, mais La alors, pardon. souveraineté. Et Moi, ça, La c'est souveraineté du terrible. corps, Et la ça, c'est souveraineté terrible. de l'histoire, personne Oui, ne parle de la mais- souveraineté oui, mais- du corps. Alexandra, est-ce Ça- que vous ça me n'êtes semble- pas un peu, je ne dirais pas totalitaire, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu, effectivement... Idéaliste, je Rigide. dirais Oui, pas totalitaire. Non, Rigide. non, Moi, je je dirais dirais pas ça. idéaliste. Ah non, non, Est-ce que ça, vous n'êtes pas un je peu... ne crois pas. Non, mais moi, j'aime bien Alexandra, que vous êtes Ouais. formidable, moi, je vous Non. admire, mais j'aimerais quand même souligner, à un moment donné, vous avez un côté Elena Ceausescu. Je m'explique. C'est très light. Vous avez intérêt à Light. vous tenir bien. Carrément. Parce que quand même, la route est difficile. À la triple. Il reste que la Parce que Elena, on sait ce qu'elle On dit. aurait fait attention, on est mal barrés tous les deux. Fais attention. C'est pour ça que j'ai pris mes distances. Sur tes propos. Non, non, mais Alexandra, Non, moi je oh là crois là, qu'il y a autre oh là chose. là, oh là Mais là. vous allez voir, je vais aller dans votre sens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la loi, et on l'a dit, et Robert Kennedy Jr. l'a dit il n'y a pas longtemps, le vrai problème qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait, on sait très bien, on a empêché les médecins d'exercer, parce qu'il y a eu ces fameux traitements précoces qu'on connaissait depuis 50 ans. On ne va pas les énumérer ici. Hein. Je veux dire, on savait très bien qu'il y avait un truc qui s'appelait la nivaquine, ou l'hydroxy ceci, ou l'ivermectine, qui d'ailleurs sont en vente au Mexique, en Inde et partout. Mais simplement, et moi, Robert Kennedy Jr., hier, il dit, n'oubliez pas qu'il y avait quelque chose de la loi, c'est que les vaccins n'auraient jamais pu être acceptés s'il y avait des remèdes précoces. C'est-à-dire que si vous preniez... À tort ou raison, je ne suis pas médecin, j'y connais rien, hein, mais je répète ce qu'il disait. Si vous preniez au stade précoce ivermectine, ou hydroxychloroquine, ou azithromycine, ou vitamine, je sais pas, enfin bon. D. Et en tout cas, ce n'était plus la même chose. Sauf que les vaccins n'auraient eu aucune possibilité d'autorisation de Absolument. mise sur le marché. Absolument. Est-ce qu'on est, on est d'accord? Oui, parce qu'il y a eu C'est ça, le sujet. un rouage légal différent. C'est ça. J'en parle aussi dans mon livre, des rolling reviews, qui faisaient qu'effectivement, on est passé directement des laboratoires pharmaceutiques qui donnaient C'est ça. leurs résultats à l'Agence du médicament européen et du coup, C'est comme qui ça, entérinaient c'est comme et ça qui qu'André et sautaient un moi, an. on va dans votre sens. Ouais. Hein, c'est bien comme ça. Alors mais moi, je vais- peux vous dire, moi j'ai pris du zinc, j'ai pris du machin, etc. Vous avez raison. j'ai pris des choses. C'est ça, mes médicaments de base, c'était un Et compte tenu de mon grand âge, il fallait que- Dimitri s'est vacciné et tout va bien. Ah, mais je me Bruno suis s'est vacciné, vacciné et tout va bien. Et comme disait quelqu'un, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Oui, alors il y a Oui. quand même une histoire dont je ne parle pas dans le livre. Alors là, ça sera... une exclusivité, enfin une exclusivité, enfin Elle me disait quand même le livre, il ne faut pas charrier. Non, non, tant pis. Mais on va lire qui est tous ces drôlement livres. intéressante. Oui. C'est que vous remontez à janvier 2020. Oui. Janvier 2020, en France, il y a une cohorte qu'on appelle Constance qui analyse que SARS-CoV-2 circule déjà. Janvier 2020. Janvier 2020. Oui. Vous remontez décembre 2019. Oui. Le NIH dit... NIH, c'est le gouvernement, l'Institut de Fauci. l'INSERM, l'Institut de L'Institut santé, américain. national de Ah, santé, c'est ça, l'Institut Des- national américain. National Institute for Health. D'accord. qui Excusez-moi. dit que il y a des infections en décembre 2019. Oui. Vous remontez plus loin, vous allez en septembre 2019 et vous voyez des infections qui sont décrites par différents outils, et ça c'est encore très chouette en sciences, c'est quand on fait des analyses et que quelle que soit la façon dont avec laquelle vous posez la question, donc quel que soit l'outil, vous arrivez à la même conclusion. Et de proche en proche, on arrive à voir du SARS-CoV-2 qui circule en Italie,
en Espagne, au Brésil, et vous remontez ainsi jusqu'à mars 2019, en Espagne, à Barcelone, où ils ont récupéré des eaux usées et ils ont dosé SARS-CoV-2. Autrement dit, ce que je viens de vous faire comme révélation, c'est que la pandémie, puisque vous avez entendu ces différents pays, a commencé en mars 2019. Que je ne crois pas que nous avions été tous menacés, et donc là je vous rejoins, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas si vous l'avez eu ou pas eu, parce qu'il est possible qu'en 2019, vous l'ayez bien eu, puisqu'il circulait dans les eaux usées, que quand on prenait des échantillons qu'on réanalysait, on en trouvait, que quand on prenait des échantillons, on retrouvait des anticorps. Donc quel que soit l'angle d'analyse et quel que soit le pays, on en retrouve qui circulent en 2019. Et c'est là que je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant de se dire, est-ce qu'il s'est passé une hécatombe en 2019 ? Est-ce qu'il fallait vraiment réagir comme on a réagi ? Alors, qu'est-ce qu'on faisait en 2019 ? Quand on avait une pneumonie atypique qui arrivait à l'hôpital, on la traitait en général à l'augmentin, un antibiotique, et si ça ne marchait pas, on la passait sous azithromycine. Et force est de constater que je ne crois pas que 2019, sur le plan de l'INSEE, ait été une année effroyable. Eh bien, écoutez, voilà la démonstration. Moi, l'observation que je fais, c'est que derrière ça, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de ne pas avoir de pensée binaire est en train d'évoluer dans le mauvais sens, pas seulement chez nous, mais dans l'ensemble du monde. Et disons que c'est ça qui c'est-à-dire que, je reconnais qu'il se passe quelque chose en France, mais lorsque je vais dans un pays étranger, je me rends compte que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, c'est mondial, c'est la mondialisation. Et cette inquiétude vient du fait qu'à un moment on a dit il y a une pandémie et pour résister à la pandémie, il faut que vous soyez des moutons et il faut que vous soyez anesthésiés. Et ça, c'est gravissime pour moi, parce que ça me rappelle mes lectures anciennes, Orwell, et pas des trucs comme ça. Et à cause de tout ça, surtout, on a complètement sacrifié une génération. Je ne sais pas si vous avez des enfants de 14 à 18 ans, là, mais c'est la génération sacrifiée. Mais ils vont rejaillir, ils vont renaître de leur cendre. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas de contact social, ils restent enfermés chez eux, sur leur tablette, sur leurs écrans. On a sacrifié notre génération. Mais est-ce qu'on n'a pas, oui, mais ça, on dit toujours ça, mais à un moment donné, vous allez voir, même si j'en ai écrit... Il y a un réveil. Mais non, mais il y a toujours un réveil. Regarde, 1917... 25% sont oui, mais déséquilibrés. Il y a eu 15 ans de régime nazi, il y a eu 70 ans de régime soviétique. Okay, on disait que ces générations étaient abruties, lobotomisées, etc. Et ils sont sortis. Ils sont sortis. Elles sont sortis. Ça a donné Vladimir Poutine. Je suis d'accord avec toi. Ça a donné Vladimir Poutine. On va se réveiller. On va se réveiller, mais il faut quand même qu'il y ait des réveilleurs aussi, dont les vieux cons. Dans les vieux cons comme nous. Mais il faut que justement, réveillez-vous. Les vieux cons vont faire, et je voudrais vous en leur front populaire. Il est temps non pas de revenir, mais de créer en 2023 ou 2026 le nouveau Front populaire. Et je voudrais que la camarade Henri Oncaude, la Rosa Luxembourg de l'anti-ARN messager, je vais dire le camarade Le Floch Prigent, qui a les brigades internationales de l'énergie, le camarade Casali, qui lui convoque l'histoire de France, et le camarade Bruno Attal, avec qui tous les policiers derrière lui. Voilà, l'assemblée totale, non pas la loi et l'ordre, mais le désordre créatif, comme disait Schumpeter. Bon, j'ai encore un rendez-vous à l'IGPN, là. Il faut que je calme, parce qu'à chaque fois que j'ai un débat, justement, ou que ça soit avec des gilets jaunes, ou avec des antipasses sanitaires, tout ça, on me demande que la police se réveille, tout ça. Mais non, moi, je dis tout le temps, je suis un policier républicain, et mine de rien, il y a 58% on a remarqué que vous étiez un policier républicain, et on ira témoigner. Vous pouvez le garder demain, je passe en conseil de justice. Alors, je suis pas sûr que je suis un bon témoin, mais disons qu'en tous les cas, je peux témoigner, vous étiez un bon républicain. Tatiana, je voudrais qu'on entende un tout petit peu, toujours dans l'opéra, le très joli opéra, très beau opéra de Dimitri Casali, Historock, la séquence 36, la séquence Front Pop. Et d'ailleurs, les gens, comme on dit Front Pop, c'est un nouveau groupe. J'ai inventé ce concept Historock, donc l'opéra rock principal,
C'est un opéra rock sur l'histoire de France, des cathédrales au général de Gaulle, en 19 chansons. Et donc pendant le spectacle, on projette toutes les grandes peintures historiques de l'histoire de France et des clips vidéo qui sont le deuxième volet d'Historock que nous sommes en train de réaliser avec le grand youtubeur Hugo Bimard pour essayer d'apprendre, de redonner le goût de l'histoire aux enfants. Ralliez-vous à la laïcité, vous la trouverez au chemin de la gloire. Ralliez-vous à la liberté, donnez un peu d'espoir. À la laïcité, voilà une valeur que nous sommes en train de perdre. Allez, envoyez la musique. Oh, elle est parfaite. C'est bien. Voilà. C'est bien, Tatiana. Alors oui, on va en fait terminer un peu notre soirée. Elle n'est pas terminée du tout. Je vous signale que vous n'avez pas du tout mangé. Je vous signale que vous pouvez quand même vous sustenter c'était bien, si c'est bien. fait pour ça. Ah non, c'est pas vrai, il y avait du rouge. Il y a du raisin. Ah oui, c'est vrai. Des fruits. Et c'est garanti sans ARN messager, hein, je veux dire. C'est ce que il y a pas de vérifié virus, auprès de Mais moi, Alexandra. j'ai pas eu le temps d'aller en labo pour vérifier. J'ai posé la question quand même. Parce que- Oui, vous avez raison. Ça me rappelle, d'ailleurs, il faut plus dire, vous savez qu'en ce moment, étant dans la guerre Ukraine, non, c'est vrai, hein, on ne dit plus virus. Tous les mots russes doivent être éliminés. Ah oui. Donc, il ne faut plus dire virus. Non, mais c'est un mot, comme utérus, comme tout ça, c'est fini. Ça Oui, s'emploie. vie Ukraine, c'est pas terrible. Hein, Personne ne comprendra. voilà. Et l'Ukraine, d'ailleurs, Omerta, la chaîne qui nous a le bar, aussi a fait ce magazine, Ukraine, la vérité qui dérange, qui est un peu effectivement dérangeant par rapport au discours que nous entendons, mais qui est très intéressant parce que il y a aussi bien Conessa que Guénaud, que Onfray, que Klarsfeld, que Swarzini, que Gourde-Montagne. Et en fait, ce qui est intéressant toujours, quel que soit, et c'est vrai pour ce qu'a fait Alexandra, c'est vrai pour ce que fait le Floc Prigent, c'est vrai pour ce que dit Bruno Attal et ce que dit aussi Dimitri Casali. Quel est le dénominateur commun ? C'est de se dire, écoutez, vous nous donnez un discours. Vous savez, c'est exactement, et je ne veux pas vous comparer, quand même, je ne veux pas vous écraser. Enfin, quand Galilée dit, j'ai l'impression que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil que le Soleil qui tourne autour de la Terre, on l'a dit, tu fermes ta gueule, parce que sinon c'est le bûcher. Et il a dit, et pour, c'est mauvais. Voilà. Total. Et c'est vraiment ça. Et- C'est une histoire Mais, millénaire. dans mes tweets, il y a eu un moment au départ où j'ai fait des hashtags procès de Galilée, parce que je trouvais qu'il y avait effectivement des informations. Je me disais, mais on est vraiment dans le procès de Galilée. Et on Oui, a mais toujours. revécu. Mais toujours. C'était... Toujours. Et c'est Copernic qui dit surtout après ma mort. Hein, Surtout après ma mort. Après ma mort, faites rire. j'ai écrit ça, Et tu mais sais, bon. le faut type pas qui que a j'ai dit d'emmerde. le truc le plus formidable là-dessus, c'est Bertolt Brecht, grand dramaturge communiste allemand, mais grand dramaturge absolument, et qui disait un jour, dans un pays, il y avait le peuple qui maugréait contre le gouvernement, il n'était pas content du gouvernement. Et le gouvernement excédé décida de changer de peuple et de le dissoudre. Ah oui. Voilà. C'est ça le truc, en disant comment vous n'êtes pas d'accord avec moi, disparaissez. C'est le vieux truc des sectes, c'est le vieux truc... Parce que quand la science devient religion... C'est effroyable. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça C'était mars 2020 que dans mon domaine, la génétique est devenue une religion. C'était la religion du pangolin et de la chausserie, avec une publication dans Lancet et dans Science Absolument. qui disait Qui était fausse. nous condamnons, mais c'est au-delà de faux. Ouais, Vrai, ouais. faux, ça me dérange pas. C'est vrai. normal. Alors là, Si, parce C'est qu'il y fort. avait intention de nuire. Condamnation. c'était là. Il y avait intention de nuire sur le Lancet. Condamnation Moi non plus. forte Oui, bien de sûr. toute personne qui mettrait en doute La l'origine doxa. pangolin, C'est la la doxa. La doxa. L'origine animale. La doxa me rend fou. La mais c'est doxa, eh bien, je vais vous raconter Effrayant. Mais c'est la effrayant. véritable Effrayant. histoire du pangolin. Ah, et de la chauve-souris. Là voilà. Merci. Car contrairement à ce que vous dites, oui, il y a eu un pangolin qui a rencontré une chauve-souris. Ils se sont vus dans un marché de Hong Kong, pas de Wuhan, de Hong Kong. Et ils se sont vus, et ils se sont réfugiés dans une grotte. Et imaginez le moment où le pangolin attrape la chauve-souris par les ailes, la fixe sur un rocher
et il lui dit « Je t'aime, je t'aime. » Moi non plus. Ah oui, je t'aime. Et la chauve-souris répond « Moi non plus. » Et imaginez le pangolin et la chauve-souris. Je vais et je viens, entre tes reins. Je vais et je viens, entre tes reins. Et je me retiens. Mais elle s'est pas retenue. Et là, le virus est arrivé. Terrible, terrible. Bah, c'est pas l'histoire. Bravo. Un bon Serge Gainsbourg. Mais c'est écrit ou c'est écrit quand même? Non, il non, improvise. je crois pas. Bien C'est sûr. improvisé. Ouais, il improvise. Il y a même des rimes et des... Je l'ai déjà vu faire. Eh bien, je voulais d'abord et surtout vous remercier. Je crois qu'on a passé un moment, et puis surtout pour ce que vous avez dit, ce que vous nous avez, je crois, appris. Je crois que vous qui êtes en train de nous regarder, pouvez boire à notre santé. Et nous, on boit à votre santé. Parce qu'au bar de l'Omerta, au dernier verre avec Berkoff, c'est quoi? C'est qu'on est des gens, des personnes, des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils disent parce qu'ils ont l'expérience de ce qu'ils disent. Et à un moment donné, c'est très important, vous savez. On a eu des généraux de plateau, des médecins de plateau, des urologues de plateau, des ceci de plateau, etc. Mais il y a aussi des gens qui, par leur vie, par l'expérience, ils vous disent des choses et ils sortent des passages cloutés et ils sortent des sentiers battus. Donc, je voulais vous remercier. Merci. Alexandre, Marion, Claude, merci. Loïc Leclerc-Prigent. Santé à vous. Merci, André. Merci. Dimitri Merci. Casali. Marie Pinsa. Ouais. À vous, Tatiana. Merci. Parce qu'il faut bien dire qu'on est là pour vous, André. Hein. Ouais, quel charme. On accusera d'être là autrement. D'ailleurs, moi, j'ai pas de livre à vendre, mais André m'a dit oui. Donc, André Berkoff sera habillé en policier. Il faut qu'on se trouve juste une date. Et il va faire une simulation. D'abord, il va tirer à balles réelles avec moi. Et ensuite, Absolument. je vais l'habiller en policier et il y aura une simulation. Donc avec des voyous, et donc je serai avec lui, je serai son coéquipier, et il devra gérer des interventions de police parce que je voudrais Je vraiment... veux faire de l'immersion. Voilà, je voudrais vulgariser le métier de Et si policier. vous ne me voyez plus, c'est que... Voilà, je serai en assistance, donc on fera ça sur ma chaîne YouTube, Touche pas à mon flic, et de voir un plaisir. policier, surtout d'intervenir et surtout de se retrouver confronté à un quart de seconde où il doit réfléchir et peut-être qu'il fera l'erreur fatale et se retrouvera en garde à vue, certainement comme tous mes clients en ce moment. Bon. On ira te chercher si t'es en garde à vue. J'espère. Tu m'amèneras des oranges, monsieur, tu vois. Et bon appétit, les enfants. j'aimerais juste annoncer Merci. le prochain spectacle historique Ah oui, à c'est quand Chalon-sur-Saône, chez notre ami Gilles Platré, D'accord. le mardi 30 mai, Voilà. à 15h Donc, et à pour- 20h. Voilà, pour un tous grand qui sont maire. à Chalon-sur-Saône le 15 mars, c'est ça? Un grand maire. Dans le 15 de la France. Le 30 mai. Et la signature chez Albin Michel, à ce moment-là, le 17 mars, dans la librairie Et d'Albin la Michel. sortie, Voilà. le Non, 15. Les parce apprentis qu'ils- sorciers. Ils ont eu du courage. Je suis... Ouais, Les je livres de Loïc connais. Leclerc-Prigent, lisez-les. Non, mais c'est vrai, vous avez tous produit des choses. Bruno a produit non seulement des mots, des actes. Et encore une fois, je vous assure, le chat qui s'en va tout seul et le chat qui quitte les poteaux de signalisation, c'est très bien. Et c'est pour ça que Brassens comptait « Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre Ah, route ça, que... c'est ça qu'on aurait dû chanter, » Eh bien, effectivement. merci à vous. Merci. Merci. Merci, André. Merci. Merci. Merci à tous. Et merci à Jean-Luc Cordiotti. Ah oui, ça. Voilà, le pianiste. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu, Dimitri. Oh, 2 ans, ouais.